Oui, il y a du CV. J'ai mélangé les questionnements, écologiste. Il faut y aller de manière offensive. Donc, il est toujours maire de certains réseaux, président de la communauté Aglo. Très rapidement, pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle Jean Ferrat, que nous avons baptisée, appelée Jean Ferrat, quand nous avions la municipalité. Ça n'a pas été simple d'ailleurs, mais finalement, c'est une belle salle et elle porte le nom de Jean Ferrat, ce qui est bien. Pour le moment, ça n'a jamais été remis en cause, parce que ça pourrait peut-être arriver, mais on tient bon, c'est bien la salle Jean Ferrat. Donc merci d'être venu. Alors vous allez avoir un exposé que va faire Éric Bocquet, qui est sénateur et qui est spécialiste des questions d'évasion fiscale, qui d'ailleurs est pressenti, et même je crois que c'est acté, il va en parler certainement, comme Monsieur Évasion fiscale. Hein, je ne sais pas si on va dire ça comme ça, mais en tout cas ça va être le cas, il va expliquer tout ça. Darmanin, qui ne trouvait pas de candidats et de personnes pour effectuer ce travail, Éric a sauté sur l'occasion en disant ben, « moi, je veux bien ». Et donc, ils ont semble-t-il, accepté, ça va être confirmé dans les jours qui viennent. Bon, je vais lui passer tout de suite la parole, et peut-être d'abord à Éric. Un autre Éric. Merci François. Donc moi je vais juste dire un petit mot d'introduction. Donc là cette soirée, c'est les Amis de l'Humanité qui l'organisent. Alors c'est vrai que jusqu'à présent notre comité local tournait plutôt autour de Sens. C'est vrai qu'on est plutôt dans le comité local qui s'est créé il y a 3 ans. Maintenant on est plutôt autour de Sens. Ceci dit, s'il y a des amis qui souhaitent faire organiser des choses, bon là ce soir on a fait Amigène pour être un peu plus central. S'il y a des personnes qui veulent organiser des manifestations, c'est tout à fait possible de le faire en dehors de Sens, bien entendu, parce que je sais que j'ai eu la question, un peu la remarque, oui c'est toujours sur Sens. Mais bon, c'est possible de faire ailleurs, après il faut qu'il y ait des personnes qui puissent prendre en main ces activités-là. Et du vin. S'il y a du vin dans la ville, on y va. Voilà. Donc je vais vous faire juste une petite introduction. Alors, donc dans quelques jours, on va fêter le 18 avril prochain. Ce sera les 115 ans de notre journal, hein, l'Humanité. Donc il y a 115 ans paraissait le premier numéro de l'Humanité. Bon, le journal, il a traversé le XXe siècle et il a bien entamé le XXIe siècle. Alors nous connaissons tous l'histoire de ce journal. Hein. Enfin, ici, il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Hein. Donc un journal donc avec cette histoire-là, qui a ses pages d'ombre, mais ses pages aussi lumineuses. Hein. Mais l'Humanité, ce n'est pas qu'un monument historique. Hein. Alors souvent, quand on parle de l'Humanité, on évoque la figure de Jaurès, souvent Jaurès. C'est aussi les figures de Marcel Cachin, de Paul Vaillant-Couturier, de Claude Cabane, de Roland Leroy qui vient aussi de nous quitter. Donc ça, on va dire, c'est l'Humanité à laquelle on est attaché, mais c'est aussi un journal d'aujourd'hui. Et donc le journal, alors vous savez que depuis fin janvier, il est en redressement judiciaire, donc c'est on va dire une procédure de 6 mois, et donc dans 6 mois, c'est-à-dire dans 2-3 mois maintenant, il faut que le journal puisse proposer un plan de durabilité. Et donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans une période un peu d'incertitude par rapport à l'avenir du journal, ce qui a fait dire à son directeur, Patrick Le Yarrick, que le journal était placé sous protection citoyenne et populaire. Donc depuis cette annonce, il y a quand même un grand mouvement de soutien au journal. Hein. Et donc l'Humanité, ce que je veux dire, c'est aussi un journal d'aujourd'hui. Donc son directeur de la rédaction, Patrick Appel-Muller, c'est par exemple des journalistes, alors je voulais en citer quelques-uns, par exemple Michel Delaporte, qui nous a appris cette semaine qu'il y a une salariée qui travaille dans les vignes, dans le Bordelais, qui a fait reconnaître sa maladie comme maladie professionnelle. C'est Dominique Sicot qui, dans l'Humanité Dimanche, fait souvent des articles sur les mouvements sociaux. Pierre Barbancé, qui est grand reporter à l'Humanité, qui nous informe régulièrement aussi sur ce qui se passe en Palestine, en Afrique du Sud.
Rosa Moussaoui et puis Hassan Zerouki, enfin, actuellement, qui sont aussi sur le pont parce que c'est des journalistes qui travaillent sur les questions Maghreb et en particulier de l'Algérie. Laurent Mouloud qui nous informe aussi sur les faits de société. Maurice Ulrich qui de temps en temps aussi nous donne des idées d'exposition de peinture. Olivier Morin, Pierre Duquesne, Loane Nguyen, Marie-Noël Bertrand, Sébastien Crépel, enfin, etc. Donc juste, je souhaitais quand même rendre, bon alors c'est pas exhaustif, hein, rendre hommage à ces journalistes qui aujourd'hui travaillent dans des conditions quand même assez difficiles parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Et malgré tout, ces gens-là nous offrent tous les matins notre journal et donc le journal qui nous fait bien, du bien. Voilà, donc il est important d'élargir la diffusion de ce journal. Donc là, vous aurez vous pourrez trouver tout à l'heure, donc il y a une opération actuellement qui est un abonnement découverte au journal. Alors cet abonnement-là, c'est un abonnement parrainage qui vous permet de recevoir l'humanité des débats du vendredi plus l'humanité dimanche. Donc ça, c'est à 27 €, parce que tout le monde n'est pas forcément abonné ici. Donc pendant 2 mois, vous pouvez recevoir le journal dans ces conditions-là. Alors au niveau des Amis de l'Humanité, on a la possibilité d'offrir à quelques-uns d'entre vous, 6-7 personnes, cet abonnement. Donc vous pourrez venir tout à l'heure à la table pour pouvoir en bénéficier. On a aussi donc, alors il y a une souscription qui est ouverte tous les jours, enfin maintenant depuis des mois, dans le journal. Donc pour ceux qui souhaitent faire un don aussi au journal, il y a possibilité de faire un don en sachant qu'il y a une réduction fiscale qui est aussi possible de 66% du don. Sinon, dans les choses qu'on vous propose, il y a le livre d'Éric et Alain Bocquet. Hein, excellent livre, il paraît que c'est un excellent livre, bon, vous verrez. Hein. Vous avez même un auteur qui peut vous le dédicacer. Vous avez aussi un supplément de l'humanité qui est paru l'année dernière, donc Évasion fiscale. Donc il est au prix de 6 €. Si vous ne l'avez pas, ça peut être aussi l'occasion de l'acheter. Voilà. Et donc on est heureux d'accueillir, comme l'a dit François, Éric Bocquet, hein, sénateur dans le Nord. Alors on avait invité les parlementaires aussi du département. Il y a un parlementaire qui s'est excusé, donc je vous présente ses excuses. C'est Guillaume Larrivé, donc il s'est excusé. Donc il a remercié le comité des Amis de l'Humanité de l'avoir invité, de cette invitation républicaine, donc voilà. Et les autres, à moi, mais bon, je n'en ai pas vu, les autres, nous n'avons pas eu de nouvelles, quoi. Voilà. Donc merci à Eric de participer à cette soirée, et puisqu'on a commencé de parler de l'humanité, avant de passer à notre sujet, j'aimerais bien que tu nous dises un mot sur toi par rapport à ce journal, à la limite quand est-ce que tu l'as découvert, et quel est un petit peu le lien que tu peux avoir avec ce journal. Bien, bonsoir à tous, très content d'être parmi vous. Le vin est excellent, mais ça c'est un détail, mais ça a son importance. Non, mais merci de l'accueil, de l'invitation. Alors je sais que vous avez attendu très longtemps pour que je puisse venir, mais on a été un peu dépassé par cette affaire. Mais tant mieux, tant mieux. Alors, le rapport avec l'humanité, il est tripal, comme pour vous. Hein. Notre bouquin est sorti en septembre 2016. Il est sorti des presses le 6 septembre, donc la première sortie publique officielle, c'était à la fête de l'UMA 2016. Et donc on a tenu un stand avec mon frère, au village du livre, et on a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose. On a fait, je ne sais plus, 300-400 bouquins sur le week-end, on s'est dit, putain, il se passe un truc. Et vraiment, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça du tout. L'éditeur, le Cherche Midi, quand il nous a reçus, parce que mon frère avait déjà publié un bouquin au Cherche Midi, c'est pour ça qu'on est allé chez eux, puis ils sont bien, plutôt progressistes. Et mon frère avait publié un bouquin il y a quelques années, maintenant une dizaine d'années, qu'il avait intitulé « Un Marx et ça repart ». Ça, c'est du Alain Bocquet. Vous voyez, et le titre de ce bouquin, c'est lui, Sans domicile fisc. Mon frère dort très peu, il est insomniaque, il se réveille à 3 h du matin, et son cerveau démarre tout de suite. Et il a des fulgurances matutinales, comme ça. Donc le titre est né dans sa tête à 3 h du matin, un jour. Voilà. Ça, c'est mon frangin. Et donc, ce week-end de la fête de l'UMA 2016, on s'est dit, il se passe quelque chose. On a senti que ça répondait
que ça ouvrait une brèche dans le truc, dans la désespérance, ça ouvrait un espoir, une espérance, un chemin. Voilà. On l'avait ressenti, nous, dans nos travaux, j'en parlerai après. Après, l'an dernier, la fête de l'UMA 2018, tu parlais de Sébastien Crépel, je me souviens qu'il présentait la fête de l'UMA a inventé un gouvernement du changement. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Et j'avais été nommé ministre à l'époque. Bon, ça a duré 40 minutes, je vous rassure. Mais j'étais ministre de l'évasion fiscale. Voilà. Donc on était une vingtaine, il y avait des gens des hôpitaux, il y avait des gens des services publics, enfin voilà. Et donc on a inventé, et c'est l'UMA qui avait eu cette idée, un gouvernement du changement, un gouvernement de l'avenir. Et donc j'étais ministre de la lutte contre l'évasion fiscale, voilà, 40 minutes, c'était génial. Après il y a eu cette série d'articles l'été dernier, hein, chaque jour il y avait une présentation de l'évasion fiscale. Enfin, ce sujet s'est imposé un peu à la fois dans le débat public et on était content parce que c'est par là qu'il faudra passer, quoi. Tant que ça restera une affaire confidentielle entre experts, entre guillemets, ça ne bougera pas. Hein. Donc, moi, quand je vois cette photo, et j'ai trouvé cette photo dans Le Monde, il y a quelques semaines, photo des Gilets jaunes, ils étaient en manifestation, c'était au début, le 24 novembre 2018, manifestation des Gilets jaunes dans le centre de Toulouse, et puis il y a une pancarte, les gars ont une pancarte dans les mains, et dessus il y a, pour la transition écologique, rend l'ISF d'abord, 4 milliards, le CICE, 40 milliards, l'évasion fiscale, 100 milliards. Total, 144 milliards. Alors on s'est dit, c'est pas mal, quoi, de voir surgir l'évasion fiscale, paradis fiscaux dans les manifestations des Gilets jaunes, avec toutes les contradictions que ça peut comporter, mais à 95% on est d'accord. Hein. Justice fiscale, justice sociale, rétablir l'ISF, service de santé dans la proximité, c'est nous, quoi. On est absolument d'accord avec ça. Donc quand je vois cette photo, je me dis, voilà, ça n'a pas été vain, c'est un petit début de quelque chose. Les gens s'emparent du sujet. Et demain, j'ai un rendez-vous téléphonique avec Cédric Clérin, tu parlais de Dominique Sicot de l'Humanité Dimanche. Cédric Clérin m'a envoyé un SMS dans le train, là, quand j'arrivais ici, et ils vont faire un sujet sur l'évasion fiscale encore, et tant mieux, plus on en parlera, mieux ça sera. Donc demain, Cédric Clérin va m'appeler à 11h pour qu'on échange sur le sujet. Donc le lien avec l'Humanité Dimanche, il est évident, c'est un vecteur essentiel de notre combat d'émancipation. Et le travail qu'on a voulu faire avec les commissions d'enquête et le bouquin, c'est que de dire que cette société d'émancipation, eh ben, on en a les moyens financiers, si on le décide. Voilà. Alors, voilà un peu le préambule. Alors, l'histoire de ce bouquin, donc ça fait 2 ans et demi qu'il est sorti, donc on est encore sollicité, vous voyez, je suis avec vous ce soir. Hier soir, j'étais à Vendôme. Là, on a bu un coteau du Vendômois. Voilà. Mais voyager en France, c'est passionnant. Hein. Quand vous arrivez au sud de Paris, mais au nord, il y a des choses sympas aussi. La semaine prochaine, avec mon frère, là, on sera tous les deux parce qu'il est disponible. Ce soir, il n'est pas disponible. Hein, parce que bon, il est toujours maire de Saint-Amand, il est toujours président de la communauté d'agglo de la Porte du Hainaut, donc il a encore du travail et de l'activité, et c'est très bien comme ça. Mais la semaine prochaine, le 11 avril, on sera à Mâcon. Pas mal non plus. Bon, c'est pas nous qui choisissons, on est invités. Hein. On est invités, on répond toujours favorablement. Donc, je veux dire, ça continue, quoi. Quand le bouquin est sorti, l'éditeur avait dit, bon, ce genre de bouquin, c'est quand même un sujet particulier, évasion fiscale, si on en fait 3000, 3005, ça sera bien, quoi. On est à 12 000 aujourd'hui. On est à 12 000. Voilà. Bon. Sur ce genre de bouquin, c'est pas mal. Et ça continue. C'est un bouquin qui est inscrit dans la durée, parce qu'en plus, le sujet vit. Le sujet vit, hein, vous le savez. Alors, pourquoi ce bouquin? Moi, j'ai eu... Enfin, je ne savais pas, quand je devenais sénateur en 2011 et rapporteur d'une commission d'enquête en janvier 2012, que je me retrouverais un soir à Migène pour parler du sujet. Je ne savais pas. Donc, 2 commissions d'enquête au Sénat. Hein, vous savez que chaque année, les groupes parlementaires ont le droit de proposer la création d'une commission d'enquête sur un sujet. Bon, là, il y a eu l'affaire Benalla récemment, mais c'est un peu autre chose. Mais il y a eu des commissions d'enquête sur la pollution de l'air, sur le Mediator, vous vous souvenez. Et c'est un outil intéressant, une commission d'enquête. Donc là, nous, en janvier 2012, on a proposé, le groupe communiste au Sénat a proposé de créer une commission d'enquête sur l'évasion fiscale internationale. Alors,
c'était pas dans l'actualité le sujet à l'époque. Il était déjà vrai, mais pas dans l'actualité comme il est devenu depuis. Et donc, une commission d'enquête, c'est quand même un outil intéressant. Alors, concrètement, c'est 21 sénateurs de toutes les sensibilités qui se rassemblent pendant 6 mois. C'est 6 mois de travail, des auditions, quelques déplacements. Alors, au début de la première commission d'enquête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 mois? Et puis au bout des 6 mois, je me suis dit, ben, finalement, il en faudrait une deuxième parce qu'on n'a pas fait le tour du sujet. Donc on a fait une deuxième commission d'enquête en 2013 sur le rôle des banques et des acteurs de l'évasion fiscale, parce que tout ça, bien sûr, nécessite une ingénierie importante. Donc ça veut dire qu'on a fait 1 an de travail, de fond. On a auditionné 130 personnes au total, 80 heures d'audition, essentiellement au Sénat. On a fait quelques déplacements. Mais comme vous, nous sommes très soucieux des deniers de la République, on n'est pas allé aux Bahamas, aux Bermudes, aux îles Vierges, voilà. On est allé beaucoup plus prosaïquement en Suisse, en Belgique, à Londres, évidemment, Bruxelles et Jersey, les îles anglo-normandes, 40 km du Cotentin, c'est tout près de chez nous. Mais bon, c'était suffisamment édifiant pour comprendre le mécanisme et le système. Alors, une commission d'enquête, on auditionne tout le monde. Que vous soyez ministre, PDG de la BNP Paribas, plus grande banque européenne, ou avocat, vous devez vous présenter devant la commission d'enquête. Sauf cas de force majeure, si vous êtes malade, etc. Mais vous devez vous présenter devant la commission d'enquête du Sénat, c'est une obligation. Et si vous ne voulez pas venir, on va vous chercher. Manu militari. Et après, vous prêtez serment. Vous avez vu, Benalla, hein, il a levé la main. Hein. Il a levé la main. Et donc, il prête serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, comme on le fait au tribunal. Et si vous êtes convaincu de parjure, on est poursuivi en justice. Hein, c'est ce qui est arrivé à Benalla et les autres. Par contre, ça n'est pas arrivé à Frédéric Oudéa, le PDG de la Société Générale en 2016. Ça, je le raconterai après. Parce qu'on l'a auditionné lui aussi, le 17 avril 2012. Il a juré, la main sur le cœur, que... Alors, on a fait 3 constats. Alors mon frère, lui, de son côté, il a fait le même travail à l'Assemblée nationale. Alors lui, ce n'était pas une commission d'enquête, c'est une mission d'information hein, qui rassemble 2 députés. Et comme personne ne voulait travailler avec lui, et pourtant, comme il a dit à chaque fois, il se rase, il se parfume, il est propre, il est gentil, personne ne voulait travailler avec un avocat, sauf un, Nicolas Dupont-Aignan. Et donc, bah ok, bon, il a travaillé avec Nicolas Dupont-Aignan pendant 6 mois. Ah oui, c'est des attelages comme ça, c'est la vie. Moi, j'ai travaillé avec Darmanin. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour le sujet, c'est pour l'intérêt général. Et donc, ils ont fait les mêmes travaux. Donc voilà, donc on a additionné tout ça et on a fait 3 constats. Parce que souvent, on échangeait avec le frère. On échangeait nos impressions, nos constats. Et l'indignation, dès la première audition, l'indignation est née et elle a fait que grandir. Et à l'heure où je vous parle, elle est intacte, l'indignation. Parce qu'on découvre un autre monde. Hein, on a grandi depuis 30-40 ans dans un monde où on nous explique qu'il n'y a plus d'argent, qu'on vit au-dessus de nos moyens, qu'il n'y a plus de sous pour financer la retraite, le logement, l'éducation, les hôpitaux. C'est fini. C'est ce qu'on nous dit. Puis là, on découvre de l'autre côté du mur, mais c'est quoi tous ces sous là? C'est monstrueux. Alors on a fait 3 constats. Premier constat sont les chiffres, évidemment. Bon, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais il faut quand même passer un peu par là pour prendre la mesure du phénomène. Pour la France, pour le budget de la République française chaque année, la perte estimée, parce que forcément on est dans l'estimatif, il n'y a pas de registre officiel d'évasion fiscale et pour cause, hein, entre 60 et 80 milliards d'euros chaque année qui sont perdus par la République. Alors, 60-80 milliards, il faut quand même mesurer ce que c'est. Le budget de la France, c'est 300 milliards d'euros en recettes. Impôt sur le revenu, impôt société, la taxe sur les carburants, la TVA. En gros, 300 milliards. Et dépenses, 380. Donc, déficit, 80 milliards. Ah oui. Alors, on ne va pas régler ça en 6 mois ou 2 ans. Hein. Dans le bouquin, on explique qu'avec Alain, il y a une génération de boulot. Mais il faut commencer, il faut s'y attaquer. On a 2 problèmes devant nous, là. Il y a le réchauffement climatique et il y a l'évasion fiscale. Et vous verrez, les liens sont étroits. Alors, 60-80 milliards pour la France, vas-y.
est-ce que je peux te demander une précision? Parce qu'on parle d'évasion fiscale, fraude fiscale, optimisation. Voilà. Donc dans ce que tu nous dis là, c'est l'évasion fiscale. C'est tout confondu. C'est tout confondu parce qu'évidemment, il y a les pratiques d'optimisation et on nous dit c'est légal. Oui, mais il y a l'abus de droit aussi. Et si c'est légal, pourquoi c'est aussi opaque, quoi? Pourquoi ça se passe aux Bahamas? Pourquoi il y a des sociétés écrans? Pourquoi il y a des prête-noms? Pourquoi c'est aussi discret? Pourquoi il faut des révélations journalistiques pour découvrir des scandales? Offshore Leaks, LuxLeaks, les Panama Papers, Paradise Papers, enfin tous les ans il y a eu un scandale. Donc si c'est légal, ben, ça se fait au grand jour. Donc là il y a un sujet. Oui, bien sûr qu'on nous rétorque ça, et les avocats fiscalistes qu'on a auditionnés nous disent, le sourire aux lèvres, mais monsieur le sénateur, nous on fait que pratiquer l'optimisation. Si la loi est mal faite, c'est à vous de la changer. Et ils ont raison. Et ils ont raison. C'est aux législateurs, c'est au Parlement, c'est aux politiques de reprendre la main sur les affaires de gestion de la société, y compris les sujets fiscaux, bien sûr. Hein, l'impôt, c'est la loi. Chaque année, on vote un budget au Parlement, le projet de loi de finances, donc la loi s'applique à tous. Voilà. Donc après, il y a tous des systèmes d'optimisation, entre guillemets, l'abus de droit, l'évasion, les paradis fiscaux, les banques, enfin, tout ça, j'y reviendrai ensuite. Donc voilà, le chiffre est assez impressionnant. Alors après, au sein de l'Union européenne, l'estimation récurrente, c'est 1 000 milliards d'euros dans les 28 pays membres de l'Union européenne. Alors, le chiffre, évidemment, est important, c'est 6 fois le budget annuel de l'Union européenne. Hein? Et puis, ça veut dire aussi que la France n'est pas le seul pays à être touché par ça. Parce que parfois, parce que nos rapports des commissions d'enquête et à l'Assemblée et au Sénat ont été adoptés à l'unanimité. Parce que personne ne peut justifier, assumer l'évasion fiscale. Mais les libéraux essaient de trouver des circonstances atténuantes, quoi, en disant, quand même, en France, on paye beaucoup d'impôts, matraquage fiscal, ras-le-bol fiscal, blablabla. On peut comprendre parfois que certains essaient de remettre un peu de côté, quoi. Non, non. L'impôt, c'est la société, c'est la solidarité, c'est le vivre ensemble. Hein. Voilà. Il n'est pas normal que des groupes comme Apple, Facebook et d'autres, LVMH, transfèrent des entités en Belgique pour échapper à l'impôt. Non, c'est pas ça une société. Donc 1 000 milliards d'euros pour l'Union européenne, et le chiffre. Et il y a eu une étude récente au Parlement européen, c'est tout récent, c'est de janvier 19, là, d'un groupe au Parlement européen qui a fait une étude réévaluée et qui fixait le chiffre pour la France à 117 milliards. Royaume-Uni, 87 milliards. Espagne, 60. Pologne, 34. Belgique, 30. Pays-Bas, 22. Grèce, 19. Vous voyez ? Donc voilà, on a des chiffres. Donc il y a plusieurs chiffres qui circulent effectivement, mais l'ampleur est phénoménale. Et à l'échelle mondiale, parce qu'évidemment le problème il est mondial, ça ne s'arrête pas ni aux frontières de la France, ni aux frontières de l'Union européenne. À l'échelle de la planète, le PIB du monde, hein, la richesse produite par l'humanité entière chaque année, c'est 75 000 milliards de dollars. Là, on monte en gamme, hein. C'est très fort. Hein. Vous n'avez jamais eu ce chiffre-là sur votre relevé de compte, hein. Rassurez-moi. Non, moi non plus. 75 000 milliards de dollars, c'est le PIB du monde. Et il y a un économiste français qui s'appelle Gabriel Zucman, qui enseigne à Londres et à Berkeley, en Californie. Il estime que 8% de la richesse mondiale sont gérés dans les territoires offshore, comme on dit en anglais, hein, dans les paradis fiscaux. Alors 8%, c'est pas énorme le pourcentage, mais ça fait 5 800 milliards. 5 800 milliards de dollars qui sont à l'abri, sous les cocotiers, dans les banques, etc. Donc le chiffrage est absolument édifiant, parce que dans l'échelle d'une vie humaine, le chiffre c'est le prix d'une maison, quoi, ou deux peut-être, hein, mais ça ne va pas au-delà. Quand on commence à atteindre des milliers de milliards ou des milliards, on ne sait même pas ce que c'est, ça ne parle pas. Donc le coût financier de ce phénomène, il est énorme, et ce midi je rencontrais une comptable de Paris avec qui j'ai des contacts sur le sujet. Et donc elle travaille sur la comptabilité des entreprises. Et elle m'expliquait que l'existence de l'évasion fiscale pour les grands groupes, CAC 40, les GAFA comme on dit, est en train de gagner toute la pyramide du monde économique, et qu'aujourd'hui, face aux difficultés, parce que ce que les grands groupes ne payent pas en impôts, ça se répercute sur les petites entreprises, les artisans, les PMI, les PME, donc ils s'en sortent de moins en moins, ils sont plus taxés qu'ils ne devraient. Et donc, on commence à voir aussi des PMI, PME qui pratiquent aussi
l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, parce que s'ils ne font pas ça, ils meurent. Vous voyez ce que ça entraîne comme mécanisme? Dans le jour où il n'y aura plus d'impôts, il n'y aura plus de société. Il est là l'enjeu. L'enjeu, il est vraiment là. Donc elle m'expliquait ça. Donc c'est en train de gagner. Et donc tout ça, ça fragilise le consentement à l'impôt, parce que nous tous, là, on paye l'impôt, mais on va finir par se dire, mais pourquoi je paierais l'impôt? Merde, après tout, moi. Google, il ne paye pas. Apple, il ne paye pas. LVMH, il ne paye pas. Carlos Ghosn, il ne paye pas. Et moi, je vais payer. Mais moi, je suis captif. Moi, je ne peux pas m'évader. C'est pas possible. Nous, mes chiffres sont connus. Vous recevez votre feuille d'impôt, tout est connu. Hein. Mais les autres, non, ça ne passe pas comme ça. Donc, ça fragilise la République, ça fragilise la société, et donc le consentement à l'impôt. Il est là aussi l'enjeu. Il n'est pas seulement financier, budgétaire, il est sociétal, il est politique, fondamentalement. Donc cette bataille contre l'évasion fiscale, ce n'est pas technique, ce n'est pas budgétaire seulement, ça l'est, mais pas seulement, elle est politique, cette bataille. Quelle société on veut? Voilà. Donc voilà pour les chiffres. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'évidemment, pour s'évader comme ça, il faut beaucoup d'ingénierie. On ne peut pas s'évader tout seul avec sa petite valise. Bon, ça existe encore, mais il y a des risques. Hein. On peut se faire piquer avec 2 millions d'euros dans la valise pour partir en Suisse. Aujourd'hui, les moyens sont autrement plus complexes, plus sophistiqués. Et donc, il y a tout un système en place. Les banques, et les banques françaises sont loin d'être les plus vertueuses. Hein. Les 4 grandes banques françaises, les 4 premières, qui sont des banques qu'on appelle des banques systémiques à l'échelle du monde. Dans le monde entier, il y a 29 banques systémiques. C'est-à-dire que c'est des banques, si elles se cassent la figure, tout le système financier se casse la figure par effet domino. Parce qu'elles ont toutes des relations les unes avec les autres. Elles s'échangent des titres, etc. Donc s'il y en a une qui pète, les autres pètent. Voilà. Et ben sur les 29 banques mondiales, il y en a 4 banques françaises qui sont des banques systémiques. BNP Paribas, première banque d'Europe, donc a fortiori première banque française. La BNP Paribas a un bilan global de 2200 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'elle pèse autant que le PIB de la France. La seule banque BNP Paribas. Vous voyez le rapport de force. La deuxième, Société Générale, 1600 milliards. Troisième, Crédit Agricole, qui avait comme slogan autrefois le bon sens près de chez vous. Ben, le Crédit Agricole, maintenant, il est au Bahamas, partout. Hein. Et la quatrième, c'est la BPCE, la fusion de la Banque Populaire et Caisse d'Épargne. C'est le 4e groupe bancaire français dans l'ordre d'importance. Ils sont à 1000 et quelques milliards d'euros. Voilà. On a de très grosses banques. Donc il faut des banques parce que l'argent circule par des canaux qu'on appelle les banques, et les banques françaises ont des filiales dans les paradis fiscaux par dizaines. Par dizaines. Il y a 5 ou 6 filiales de la BNP Paribas aux îles Caïmans. Hein. Il y a une filiale, il y en a d'autres, mais il y en a une qui m'est restée en mémoire. J'ai lu dans Les Échos, excellent journal Les Échos, hein. Il faut lire Les Échos. Hein. Bon, c'est groupe LVMH, Bernard Arnault, première fortune française, 4e mondial, je crois. Un peu faiblard en ce moment. Mais si vous voulez connaître l'état de santé du libéralisme, lisez Les Échos. Les nouvelles sont bonnes, hein, je vous rassure, ils vont bien. Et dans Les Échos du 1er juillet 2014, je lis un petit article sur la Société Générale, où on explique que la banque Société Générale a une filiale aux Bermudes, qui réalise un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros, avec 0 salarié. Ça, c'est de la productivité. Hein. Pas de salariés, chiffre d'affaires et du bénéfice. Pas d'impôts, excellent. Donc les banques françaises, les banques. Les avocats fiscalistes. Hein, moi, je pensais que les avocats défendaient toujours la veuve et l'orphelin. Il y en a dont le métier, c'est d'optimiser l'impôt. Comme on essaie, nous, d'optimiser la consommation de carburant, ça c'est bien. La consommation électrique, ça c'est bien, c'est vertueux, la flotte. Mais optimiser l'impôt, c'est moins bien. Hein. C'est un problème politique, ça. Donc, avocats fiscalistes, j'en ai rencontré dans les auditions. Il y en a qui m'ont beaucoup énervé. J'ai dû garder mon calme. J'ai fait retourner le... Et comme j'ai du respect pour le mobilier du Sénat, je me suis arrêté là, mais insupportable, les discours, cyniques. Alors, les grands cabinets d'audit et de conseil. Parce que quand vous passez dans la rue, vous ne rencontrerez jamais une plaque sur une façade qui vous dit marchand d'évasion fiscale. Hein. Ah non, c'est pas possible. Ce sont des cabinets d'audit et de conseil. Il y en a 4 dans le monde, les 4 grands, les Big Four, on les appelle en anglais. KPMG, quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure, KPMG. Ernst & Young, PwC, c'est PricewaterhouseCoopers, c'est des anglo-saxons. Et il y en a un 4e, Deloitte, groupe français. Voilà,
C'est les 4 grands cabinets d'audit et de conseil qui connaissent sur le bout des ongles les fiscalités de tous les États du monde. Parce qu'évidemment, le premier ressort de l'évasion fiscale, c'est la différence de taux d'imposition. C'est le dumping fiscal. Venez chez moi, on ne va pas vous emmerder avec des impôts. Hein, Luxembourg, etc. Voilà, donc il faut tous ces gens-là, il faut toute une ingénierie pour organiser l'évasion fiscale qui est véritablement un système. Ce n'est pas un dysfonctionnement de l'économie, ce n'est pas un dysfonctionnement de l'économie libérale, financiarisée, mondialisée, sans frontières, non, c'est le cœur de la machine. Gagner de l'argent, accumuler de l'argent, ne pas participer au fonctionnement de la société et donc ne pas payer d'impôts. Donc c'est fondamentalement un choix de société, qu'on le veuille ou non. C'est politique cette affaire-là. Et après, le troisième constat qu'on a fait, c'est que malheureusement, il faut aussi, pour que tout cela s'organise, des complicités au niveau politique, des proximités, des consanguinités. Hein. Je me souviens d'un certain candidat à la présidence qui a été élu, dans un discours brillant au Bourget, en janvier 2012, avait dit « Mon adversaire, c'est le monde de la finance ». Son discours est magnifique, je peux le signer des 2 mains. Mais il n'a rien fait contre. Il n'a rien fait contre. On ne s'est pas attaqué à la machine, on ne s'est pas attaqué à tout ça. Il s'est couché parce que le lobby financier est puissant, et il s'est rappelé aux États la situation. Et donc il y a les Jérôme Cahuzac. Ça fait un mal considérable, ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de discrédit des élus, on n'y croit plus, tous pourris. Ce genre d'événement, ça fait un mal terrible. Le ministre du Budget, en charge de la lutte contre l'évasion fiscale, vous savez, il a fait un discours une fois en novembre 2012-13, lutte contre l'évasion fiscale, lui, qui a menti, dans des conditions que vous savez. Et voilà, ça fait un tort considérable dans le crédit du politique au sens large. Ceux qui sont en charge du combat, eux-mêmes, sont pris les mains dans le pot de confiture. Quoi. Voilà, bonjour, bienvenue. Venez, on s'amuse. Jean-Claude Juncker, vous connaissez Jean-Claude Juncker, l'excellent président de la Commission européenne, qui a été pendant plusieurs années Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg, oui, pendant 7 ou 8 ans. Et à l'époque, il a fait des cadeaux fiscaux à tous les grands groupes qui voulaient attirer chez lui, Amazon, Starbucks, Ikea, etc. Venez chez moi, vous aurez moins d'impôts qu'ailleurs. Luxembourg, c'est 550 000 habitants. Aucun mépris pour le Luxembourg. Hein. Luxembourg faisait de l'acier, comme dans ma région, dans le Nord, on faisait de l'acier jusque dans les années 80. Luxembourg faisait de l'acier, maintenant ils font de l'or. Ils se sont reconvertis dans la finance. La 2e place financière européenne après Londres. Londres, la 1re place financière du monde. La City. Luxembourg, je crois qu'ils ont 69% des fonds d'investissement chinois en gestion au Luxembourg. La Chine. Donc c'est de la grosse machine, la finance luxembourgeoise. Et donc Jean-Claude Juncker, aujourd'hui, il préside aux destinées des peuples européens et surtout de leur bonheur, et il combat l'évasion fiscale, nous dit-il. Voilà. On a ce genre de situation. Et il a succédé à José Manuel Barroso, vous vous souvenez, l'excellent monsieur Barroso. Il n'est pas au chômage. Hein. Vous savez où il travaille? À la Goldman Sachs. Oui. Ouais. Il travaille à la Goldman Sachs, monsieur Barroso. Quelques semaines après avoir quitté Bruxelles. Donc on se demande s'il ne travaillait pas déjà pour la Goldman Sachs quand il était à Bruxelles. Hein? Mario Draghi, vous connaissez Mario Draghi? C'est le mec qui signe les billets d'euros, là. M. Draghi, c'est lui. Mario Draghi, c'est un ancien de la Goldman Sachs. Alors la Goldman Sachs, c'est la plus grande banque du monde. Hein. Il n'y a pas d'agence, hein. Ne cherchez pas. Nous, on ne les intéresse pas. C'est une banque d'affaires qui a été décrite un jour par un journaliste du Monde, Marc Roche, qu'on a rencontré. Marc Roche, qui était correspondant du Monde à Londres, qui connaît parfaitement la City et le monde des affaires et le monde de la finance britannique, anglo-saxonne. Ils sont très très bons. D'ailleurs, il est tellement connaisseur qu'il est devenu citoyen britannique. Marc Roche. Il est belge, mais il travaillait pendant des années à Londres. On l'a rencontré. Et il a publié un bouquin un jour sur cette banque. Et il a désigné cette banque sous le terme « l'Empire ». Dans l'administration de Trump, quand Trump est arrivé à la Maison-Blanche, il avait 3 représentants de la Goldman Sachs dans son administration. Direct. Vous voyez. Alors, et puis des exemples comme ça, on en a plein, quoi.
c'est vrai à l'échelle européenne, mondiale, c'est vrai en France. Hein. La semaine dernière, il existe un bulletin quotidien, c'est le bulletin, c'est un peu le journal officiel de la République, ça, le BQ on l'appelle. Donc on le reçoit tous les jours au Sénat, et dedans il y a les événements politiques, les réunions, les nominations. Et je regarde toujours les nominations avec beaucoup d'intérêt. C'est vachement intéressant. La semaine dernière, on découvre qu'une certaine Madame Glorieux, je ne connais pas, qui était ancienne secrétaire générale adjointe de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, le gendarme de la finance, vient d'être embauchée par la BNP Paribas Cardiff. Oui. Voilà. Et ici, j'en ai un autre, là, c'est un peu plus ancien, 2013. M. Christian Comollet-Tirement, qui était conseiller maître à la Cour des comptes, qui donne des leçons au gouvernement régulièrement en disant vous dépensez trop, blablabla, jusqu'alors sous-directeur de la prospective et des relations internationales de la direction de la législation fiscale, bon voilà, a été nommé responsable des affaires fiscales du groupe BNP Paribas. Un dernier exemple, et j'en ai plein. Le directeur général du Trésor. Alors, le Trésor à Bercy, bon, Bercy, c'est déjà quelque chose, c'est une forteresse, hein, c'est là où tout se joue. Hein. Si Bercy dit non, vous ne faites rien. Si Bercy dit oui, vous le faites. Et donc, au sein de Bercy, il y a le ministère de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, 6e étage. En dessous, 5e étage, Darmanin, budget et compte public. C'est là où j'ai eu rendez-vous, je vous raconterai après. Et la direction générale du Trésor. Le cœur de la centrale nucléaire financière française, c'est la direction générale du Trésor. Le gars ou la femme, qui devient directeur ou directrice générale du Trésor, c'est le poste le plus important après le ministre. C'est le numéro 2 de Bercy. En général, les gens sont là pour 3 ans. Et là, il y en a un, Bruno Bézard, l'ancien. Il n'est pas resté 3 ans, il est resté 2 ans. Et au bout de 2 ans, il est parti. Il n'est pas parti dans une ONG pour s'occuper de la faim dans le monde. Hein. Il a rejoint un fonds d'investissement franco-chinois, Cathay Capital, du jour au lendemain. Donc le gars, il a toutes les clés, il connaît toute la musique, il connaît toute la chanson, et après il va vendre ses services pour des salaires décuplés, hein, bien sûr. S'il se fait, je sais pas, 7 000 à Bercy, il fait 50 000 là où il est aujourd'hui. Voilà. François Fillon, candidat malheureux, hein, aujourd'hui il est chez Takeo Capital, il fait aussi de la gestion financière. Voilà. Donc c'est sans arrêt. Donc les proximités expliquent aussi pourquoi ça n'avance pas comme ça devrait avancer. Voilà. Voilà pour les 3 constats. Alors un paradis fiscal, qu'est-ce que c'est? Je dis ça parce que c'est pas clair et évident pour tout le monde. On est allé en Suisse, hein, on a fait un déplacement en Suisse, l'accueil n'a pas été des plus chaleureux parfois, ça a été un peu tendu. On est allé à Jersey, et quand on employait l'expression paradis fiscal, ça irritait certains, ça les agaçait un peu. Et j'ai été repris à Jersey par un sénateur de Jersey, quand j'employais l'expression. Il m'a dit, mais monsieur le sénateur, Jersey, nous ne sommes pas un paradis fiscal. Non, non, pas du tout. Nous sommes une place financière offshore internationale. Ouais, c'est pas la même chose, hein, ça a plus de gueule quand même. Mais voilà, c'est comme ça. C'est une question de présentation de mots, mais Jersey, c'est un paradis fiscal. Oui. Opacité, etc. Alors, il y a 4 critères qu'on pourrait retenir. Et si le monde entier était d'accord là-dessus, on aurait fait du chemin. Parce que comme il n'y a pas une définition commune des paradis fiscaux dans le monde, il y a 3, 4, 5 listes qui circulent. Sur la liste européenne des paradis fiscaux, il n'y a aucun État membre de l'Union européenne qui y figure. Oui. Voilà. C'est un choix, c'est comme ça. Il y a 7-8 territoires dessus. La liste française, pareil, il y a 7-8 territoires que j'ai découvert, je ne savais même pas que ça existait. Les petites îles du Pacifique, Nauru, Niue, jamais vu, voilà, ça existe. Quoi, la Nouvelle-Zélande là-bas. Les îles Marshall, un peu plus connues, les îles Vierges britanniques, ok. Mais il n'y a pas l'Irlande, il n'y a pas Monaco, il n'y a pas Liechtenstein, il n'y a pas la Belgique, il n'y a pas les Pays-Bas, il n'y a pas les Bahamas, il n'y a pas les Bermudes. Enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc on n'est pas d'accord sur une définition commune, donc c'est plus difficile après pour taper dessus, quoi, bien sûr. Alors les 4 critères à retenir. Évidemment, le premier critère, c'est la fiscalité. Voilà, le premier critère. Fiscalité faible ou nulle. Aux Bermudes, c'est 0%. Hein, à Jersey, c'est 0%.
Alors le gars de Jersey nous dit oui, chez nous c'est 0%, mais bien évidemment, si vous gagnez de l'argent, vous devrez en référer à votre administration fiscale de votre pays d'origine. Évidemment, si je vais à Jersey, c'est pour raconter à Bercy que je planque des sous. Enfin, on est dans le cynisme absolu, quoi, vous voyez. L'impôt société en Irlande, c'est 12,5. Nous, on est arrivé à 28, on était à 33. Déjà, on est arrivé à 28, l'objectif, c'est 25. Hein. Donc, vous voyez les conséquences. Hein. On va baisser continuellement l'impôt société au nom de l'attractivité, blablabla. Mais le bilan aujourd'hui, c'est que dans le budget de la France, dont je parlais, les 300 milliards, l'impôt société rapporte 31 milliards, alors qu'il rapportait 37 il y a 10 ans. Et l'impôt sur le revenu rapportait 50 il y a 10 ans, aujourd'hui c'est 72. Donc ce que les uns ne payent pas, ben, c'est nous tous qui le payons. On ne peut pas s'étonner que les gens, on ait marre d'être surtaxés. Oui, c'est ça qui se passe. On a transféré la fiscalité du monde économique vers les particuliers. Et je ne parle pas de la TVA, parce que la TVA, c'est la moitié des ressources fiscales de l'État. Et celle-là, tout le monde la paye. Que vous soyez allocataire du RSA ou milliardaire, vous payez la même TVA. Sur la bouteille d'eau, la chaussette, le saucisson et tout ce que vous voulez. Voilà. C'est l'impôt le plus injuste. Bon. Et donc c'est ça qui se passe. Donc, impôt société, on est en train de le diminuer partout pour attirer chez soi les capitaux. Donald Trump, quand il est arrivé, il n'est pas arrivé par hasard évidemment, il a eu le soutien de la finance, bien sûr, ça fait aucun doute. La première décision qu'il a prise, c'est qu'il a cassé toute la régulation bancaire qui avait été mise en place après la crise il y a 10 ans. Les petites régulations qu'Obama a mises en place, il a tout foutu en l'air, il a viré 1000 mesures, et il a baissé l'impôt société pour que les groupes du numérique rapatrient leurs capitaux sur le sol américain, en disant bah, vous paierez que 15%, vous emmerdez pas. Avant, c'était plus que nous. L'impôt société aux États-Unis était supérieur à l'impôt société français. Il était à 35%. Donc là, il l'a baissé à 15%, c'est efficace. Et donc, Apple et compagnie rapatrient leurs capitaux sur le sol américain, mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas investi dans l'économie. Hein. Mais ça, il est un peu naïf là-dessus. Ces gens-là n'investissent pas. Ils font de l'argent, mais ils n'investissent pas. Voilà. Donc l'impôt, le taux d'imposition, c'est le premier critère. Le deuxième critère, quand je parlais de connivence entre le monde, une partie du monde politique et la finance, ben dans ces États-là, elle est organisée. Elle est organisée, elle est assumée, elle est vécue comme ça. On dit qu'on défend l'intérêt général, main dans la main, les politiques et le financier. Voilà, c'est une vue de l'esprit, mais dans ces États-là, c'est comme ça que ça marche. Je me souviens qu'à Jersey, on a rencontré les parlementaires, ils sont une cinquantaine dans le Parlement Jersey. Il y a les sénateurs, il y a les députés, et il y a les connétables. Les connétables, c'est un vieux mot français, c'est l'équivalent des maires chez nous. Hein, Jersey, c'est petit, hein, c'est 90 000 habitants. 60% du PIB de l'île à Jersey, c'est le produit de l'industrie financière. 60%, avec 25% de salariés. Ils bossent, hein, ils bossent fort. À mon avis, ils bossent jour et nuit. Ils ne mangent pas. Et voilà, donc c'est la finance qui nourrit Jersey, évidemment. Et Jersey nourrit la City, parce qu'évidemment, c'est un territoire indépendant, entre guillemets, mais pas trop, parce qu'ils alimentent la City de Londres, qui est la première place financière mondiale. Le troisième critère, c'est qu'ils ont un système judiciaire, administratif extrêmement léger, extrêmement simple. Pour créer une société dans ces États, ça ne prend pas 6 mois ou 1 an, comme chez nous, il n'y a pas de dossier à remplir, c'est pas très compliqué. Et j'ai fait le test une fois. Une fois j'ai fait le test, je suis allé sur Internet, vous pouvez faire, et je suis allé sur le site de la société qui s'appelle SFM Offshore. SFM Offshore, qui vous aide à créer des sociétés, ouvrir des comptes en banque dans les territoires offshore du monde, îles Vierges britanniques, Bahamas, pour regarder le tarif, ils ont un tarif. Et donc je me suis amusé à remplir le questionnaire. Donc j'ai créé une société, je lui ai donné un nom. Avant j'étais prof d'anglais, hein, donc ça m'aide un peu. Et donc j'ai inventé une société que j'ai appelée Asset Off. Parce que asset en anglais c'est un actif au sens financier, et off comme offshore. Donc j'ai créé un mot Asset Off, un mot valise là. J'ai désigné ma fille comme gestionnaire. Il ne faut pas lui en parler, elle est même pas au courant. J'ai mis mon nom, mon adresse, etc. J'ai envoyé le mail à la société en question. Le lendemain, j'ai reçu une réponse. Et j'avais choisi les îles Vierges britanniques, je me souviens. Comme ça, au hasard. Et le lendemain, le gars me répond « Cher monsieur Bocquet, nous avons bien pris note de votre intention de créer une société aux îles Vierges britanniques, Asset Off, madame Adeline Bocquet, votre désigné gestionnaire, etc. Il vous suffit maintenant de nous envoyer un virement de 2140 €, un truc comme ça, et une photocopie de votre passeport. »
évidemment, je n'ai pas fait, je me suis arrêté là, parce que autrement je ne serais pas là ce soir pour vous parler, je serais mis en examen. Hein, voilà. Et le lendemain, le surlendemain, je reçois un deuxième mail, une relance, et là je deviens « Cher Eric ». Je vous jure, j'ai imprimé les mails. « Cher Eric, nous n'avons pas trace de votre paiement, peut-être être un oubli de votre part, blablabla ». Bon, je n'ai pas répondu. Et le troisième jour, j'ai eu une relance à nouveau pour que je fasse l'opération. Donc j'aurais pu, sans que Darmanin en sache quoi que ce soit, créer une société aux îles Vierges, ouvrir un compte en banque, j'aurais une carte bleue que j'aurais pu utiliser ici, et mes fonds ont été transférés là-bas et gérés de là-bas. Et personne n'en aurait rien su. Voilà. Aussi simple que ça. Donc les nouvelles technologies ont aussi simplifié les procédures pour aller s'évader où on veut. Vous voyez ? Alors, donc les systèmes juridiques et judiciaires dans ces États, c'est d'une simplicité enfantine. Hein. Pour créer une société, c'est très facile. Après, quatrième critère, et ce sera le dernier, les relations fiscales entre les États sont gérées par ce qu'on appelle des conventions fiscales bilatérales. Hein, on a des conventions fiscales avec la Suisse, avec la Belgique, avec la Russie, la Chine, etc. Et normalement, avec ça, on a transmission automatique des données, des renseignements. Mais ça, c'est du pipeau, ça. C'est de la blague. Hein. Y compris avec la Suisse. On nous dit que la Suisse a levé le secret bancaire, c'est pas vrai. Et si la Suisse lève le secret bancaire, la justice suisse vient au secours des banques suisses pour leur dire « vous ne répondez pas à la demande de renseignement du gouvernement français ». Ah oui, UBS, ça s'est passé comme ça. Hein. Voilà. Donc, aucune coopération administrative entre l'État en question, Jersey, Suisse ou ailleurs, et la France qui viendrait à demander des renseignements sur tel ou tel compte, tel titulaire de compte dont on aurait connaissance. Alors voilà, si on a ces 4 critères-là, on a une liste unique, mondiale, des paradis fiscaux dans le monde, et après on peut commencer à travailler le sujet. Mais là on est dans le flou. Pour Moscovici et d'autres, le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal. Voilà. Donc si une banque française a des filiales nombreuses au Luxembourg, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Donc la bataille s'arrête là. Oui. Alors comment ils expliquent cette exclusion de pays européens? Comment c'est expliqué ça? La pression du lobby financier. Le lobby financier, on est allé à Bruxelles à plusieurs reprises. Il y a une ONG à Bruxelles qui s'appelle Finance Watch, qui a été créée il y a quelques années pour essayer de contrebalancer la puissance du lobby financier. Ils sont une douzaine, je crois, dedans. Les lobbyistes financiers à Bruxelles, c'est 1200 personnes. On dépense 100 millions d'euros chaque année en lobbying, hein, pour influencer les élus, les commissaires qui ne sont pas élus, eux, au passage. Hein, pas élus, ils sont nommés par leur gouvernement, et les services, les directives, etc. Donc le lobby financier, il est permanent, quoi. Et en face, vous avez une ONG avec 12 mecs qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, et des lanceurs d'alerte que l'on casse quand ils ouvrent la bouche, quoi, aussi. Et donc il y a un déséquilibre évident, donc le poids du lobby financier est donc phénoménal, bien sûr, et puis, j'y reviendrai après, la finance a pris le pouvoir, clairement, y compris au sein des États. Donc voilà, alors, paradis fiscal, un peu de géographie pour terminer le préambule, après on aura un petit échange si vous voulez, parce qu'il ne faut pas s'arrêter au constat, et c'est ce que le bouquin fait, on avance des pistes, on avance des solutions, on avance des pistes de travail évidemment, parce que tout ça n'est pas fatal. Hein. Tout ça a été organisé, donc tout ça peut être déconstruit. Dans la durée, il ne faut pas se mentir, hein, ça ne va pas s'arrêter demain, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience, ça commence. Le sujet maintenant est dans le débat public, moi je m'en félicite. Ce n'est pas un sujet d'expert, c'est un sujet citoyen. Et c'est comme ça que ça va bouger, un peu à la fois. Je suis convaincu de ça, mais il faut y travailler, il faut la construire, cette conscience, apporter des arguments, des informations, porter à connaissance. Voilà. Voilà. Alors, les paradis fiscaux, 3 zones dans le monde. Il y a la zone Amérique-Caraïbes, là il y en a beaucoup, hein, tous les anciens petits États de l'ex-empire britannique, à la grande époque de l'Empire britannique, sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Ils viennent de là, les Britanniques. Ah oui, ils ont dominé le monde. Hein. Et donc, voilà, les îles Vierges britanniques, les Bahamas, les Bermudes, les îles Caïmans. Je ne sais pas si vous connaissez les Caïmans. Les Caïmans, c'est au sud de Cuba, un petit archipel. Il y a un immeuble aux Caïmans, dans la capitale, qui s'appelle Georgetown, et l'immeuble s'appelle Hoagland House. C'est un immeuble de 5 étages.
5 étages, qui abrite le siège de 12 748 entreprises. Alors Obama, quand il était président, enfin il était sénateur à l'époque, c'était avant qu'il entre à la Maison-Blanche, il avait pointé cet immeuble un jour dans un débat, et il a dit, il y a un immeuble au Caïman qui fait 5 étages et qui abrite le siège de 12 748 sociétés. Il a dit, écoutez, soit c'est le plus grand immeuble du monde, soit il y a un problème d'évasion fiscale. Parce qu'évidemment, il n'y a personne. Ce sont des adresses, c'est fictif, il n'y a pas d'activité, il y a juste un mec qui passe pour relever le courrier dans les boîtes aux lettres, il y a des plaques sur le mur. Microsoft, par exemple, a son siège au Caïman. Si vous allez à Antibes, le quai des milliardaires à Antibes, si vous pouvez y aller, parce que nous, on n'a pas réussi à y aller. On est allé avec mon frère Alain à Antibes, et Pierre Laurent à l'époque. On était 3 parlementaires, on a demandé à aller visiter le quai des milliardaires à Antibes, on nous a interdit l'accès. Hein. Bon, diplomatiquement, mais on n'a pas pu y aller. On aurait voulu aller voir les yachts qui sont amarrés au port d'Antibes, des yachts de 100 mètres, 150 mètres, etc., qui sont tous immatriculés au Caïman. Ils ne verront jamais de leur vie les Caïmans, à mon avis, mais ils sont immatriculés là-bas. Alors, l'anneau d'amarrage au port d'Antibes, 30 000 € l'année. 30 000 € l'année. Ça vous dit? Vous aurez au moins l'anneau. Vous n'aurez pas le bateau, mais vous aurez au moins l'anneau. Mais c'est ça. C'est une folie sans nom. Donc, on n'a pas pu accéder au quai des milliardaires. Voilà. Bon. Donc, les Caïmans, on immatricule beaucoup de yachts, des fortunés du monde, là-bas. Alors, après, il y a les États-Unis. Alors, les États-Unis, ils sont toujours un peu ambigus, ambivalents, quoi, hein. Les Américains ont combattu un moment l'évasion fiscale qui nuit à leurs intérêts américains. Ils se sont attaqués aux banques suisses. Hein, il y a eu des révélations avec UBS aux États-Unis, comme chez nous, mais c'était 2008-2009, avant la France. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché la réaction des lanceurs d'alerte d'UBS en France, quand ils ont vu ce qui se passait là-bas. Ils ont dit, mais ce qui se passe là-bas, c'est comme chez nous, c'est pareil. Voilà. Donc ça a commencé aux États-Unis, et un lanceur d'alerte américain, Bradley Birkenfeld, qui avait dénoncé tout ça. Et les Américains ont découvert qu'il y avait 7 ou 8 000 Américains qui avaient des comptes non déclarés dans les banques suisses à Genève, Lausanne, etc. Donc les Américains, ils ont pris les banques suisses par le callback, et dis donc, tu nous donnes les noms, hein. Si tu ne donnes pas les noms, on te retire ta licence. C'est l'État qui attribue les licences aux banques pour travailler. Donc évidemment, même des banques du calibre d'UBS, Crédit Suisse, ils sont obligés de céder face à la puissance de frappe américaine. S'ils ne peuvent pas travailler sur le sol américain, c'est une banque qui meurt. Donc ils ont lâché. Donc ils ont lâché les 6 000 à 7 000 noms. Les Américains ont récupéré du fric. Pour eux. Mais pour le reste, ça continue, quoi. Et en plus, aux États-Unis, il y a 3 États américains qui sont des paradis fiscaux. Vous avez le Wyoming, le Nevada c'est Las Vegas, vous voyez, hein, l'argent, hein. Et vous avez un petit État sur la côte Est, le Delaware, l'un des plus anciens États, l'un des premiers États où on a l'indépendance, qui doit avoir 930 000 habitants et plus d'1 million de sociétés enregistrées dans le Delaware. Pareil, c'est purement fictif, hein, un immeuble avec des plaques, des milliers de plaques d'entreprises. 60% des entreprises cotées à la bourse de New York, à Wall Street, ont leur siège dans le Delaware pour des raisons fiscales et juridiques. Parce qu'il est facile de créer une société et ça coûte pas cher, il n'y a pas d'impôt quasiment dans le Delaware. Et j'ai appris il y a 2-3 ans, vous connaissez l'Olympique de Marseille, je sais qu'ici c'est plutôt la JOCR qu'on soutient. Non, pas forcément. Pas forcément. Je ne vais pas commettre d'impair. Moi je soutiens le Racing Club de Lens. Alors, l'Olympique de Marseille a été racheté par un milliardaire américain il y a 2-3 ans, un certain Frank McCourt. Et j'ai appris, je ne sais plus comment, dans un article de presse, qu'il avait créé une holding de gestion financière de l'OM qui est implantée dans le Delaware. Alors, peut-être qu'un jour, on aura une affaire OM-Leaks, OM Papers, je ne sais pas, où on apprendra que l'OM ne paye pas beaucoup d'impôts en France. Je ne sais pas, hein, peut-être que je m'avance. Mais on en reparlera, si ça se produit, vous penserez à moi. Mais on savait que l'OM, effectivement, il y avait un problème, parce que leur gestion financière, le Vélodrome, il est toujours à Marseille, sur la Canebière, enfin voilà, mais la gestion financière, elle est faite là-bas, au Delaware. Donc il doit y avoir un peu quelques avantages fiscaux. Hein, voilà. On verra. Mettez ça dans votre tête. Donc ça, c'est États-Unis et Caraïbes. Après, en Europe, évidemment, en Europe, on a tout ce qu'il faut. Hein. La Belgique, il n'y a pas d'ISF, il n'y a pas de droit de succession. Les Pays-Bas,
Alors les Pays-Bas, on n'en parle pas beaucoup, les Pays-Bas. Mais les Pays-Bas, c'est là où il y a le plus de sièges de holding, les Pays-Bas. Carlos Ghosn, dont on a parlé récemment et dont on reparle encore aujourd'hui, parce qu'on n'est pas au bout de l'affaire, plus on tire sur le fil, plus il y en a, quoi, hein. Et le siège de la holding Renault-Nissan est aux Pays-Bas. Il y a même des groupes français, y compris des groupes dans lesquels l'État est actionnaire et parfois même majoritaire, qui ont des holdings aux Pays-Bas. Donc même l'État français n'est pas exemplaire non plus, quoi. Hein, alors on nous dit, oui, mais si on ne le fait pas, on ne va pas être compétitif. Oui, mais c'est une fuite sans fin, quoi. Et au bout, il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de société, encore une fois. Et si le politique ne dit pas ça suffit, bah, ça va pas se produire. Hein, Areva, ERDF, Engie au Luxembourg, voilà, il y a des choses comme ça. C'est un vrai sujet. Vous avez l'Autriche aussi, l'Autriche, on n'en parle pas beaucoup. Après, vous avez des petits trucs à Liechtenstein, hein, entre l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne. Vous avez Monaco, bien sûr, la Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est au cœur du continent européen. Vous avez Andorre, Jersey, les îles anglo-normandes, enfin voilà, on a ce qu'il faut en Europe. Et puis après, vous avez la zone Asie, qui est la zone qui monte un peu. C'est la zone à la mode, parce que comme ça commence à bouger un petit peu en Europe et dans le monde occidental, on va voir ailleurs où c'est moins regardant, quoi. Vous vous souvenez de quand les comptes de Cahuzac ont été fermés en Suisse, ils ont été transférés à Singapour. Vous vous souvenez de ça? Hop. Et j'ai pas vraiment été surpris parce que je me souviens qu'à Jersey, on avait rencontré le gendarme de la finance de Jersey, M. John Harris, je me souviens de son nom. Et dans l'entretien, je lui dis, mais M. Harris, est-ce qu'il vous est arrivé un jour de refuser la création d'un trust? Alors, je ne sais pas si vous connaissez la notion de trust. Ça, c'est un concept juridique anglo-saxon. Le mot trust, en anglais, ça veut dire confiance. Hein? Sur le dollar américain est écrit la formule « In God we trust ». Et ça remonte à l'époque des croisades, cette affaire-là. Hein, quand les croisés partaient en Terre Sainte pour conquérir le Saint Graal, ils quittaient leur pays pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, pendant cette absence, ils confiaient la gestion de leurs biens à une personne de confiance, tout le mot trust, hein, pour gérer ça au bénéfice de l'épouse, du fils, etc. Des châteaux, voilà. C'est de là que ça vient. Donc, c'était du gré à gré, il n'y avait pas de contrat signé chez le notaire. Hein. C'était, voilà, je te confie ça, je te fais confiance. Voilà, trust. Et donc, la notion de trust en anglais, c'est ça. C'est un peu comme la fiducie en français. Hein, c'est une entité juridique où on peut mettre des yachts, des tableaux, des chevaux, des châteaux, des lingots, des pesos, tout ce que vous voulez, pour échapper au fisc. Alors à Jersey, c'est les champions du monde. Hein. À Jersey, il y a 2000 sociétés de gestion de trust, hein, et chacun en gère entre 5 et 10 000. Donc c'est pour vous dire l'ampleur du truc. Il y a quelques centaines de milliards, hein, à l'abri. Et donc je lui dis, mais est-ce que vous êtes arrivé un jour de refuser la création d'un trust? Il m'a dit oui, monsieur le sénateur. Ah ben l'idée, ça m'intéresse, dites-moi un peu plus. Oui, une fois, on avait eu affaire à des fonds japonais, mais on a compris qu'ils avaient des liens avec la criminalité au Japon. Et donc on a refusé que ce trust soit créé chez nous. Ah ben, je dis bravo, félicitations. Et alors, ça s'est terminé comment? Ben, ils sont allés à Singapour. Et voilà. Je vous jure, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Donc il y a toujours un petit paradis dans un coin du monde où on est moins regardant sur l'origine des fonds, l'identité du titulaire, etc. et de bénéficiaire. On ne demande pas de compte, quoi. Donc il faut vraiment avoir une démarche planétaire. C'est ambitieux, hein. Mais tant qu'il y aura un trou dans la raquette, ça passera par le trou dans la raquette, quoi. Voilà. Et là, j'anticipe un peu sur les pistes de solutions parce qu'on ne va pas s'arrêter comme ça. Alors, régulièrement, mon frère dit dans le bouquin, si vous allez jusqu'à la page 163, il faut prendre un Temesta ou un coup de blanc, parce que vous allez avoir le blues. Et après, l'horizon se dégage un peu, quoi. Après, ça devient plus optimiste, il y a des pistes. Hein. Mais non, mais c'est un peu la boutade, mais le constat, il est celui-là, quoi. Il ne faut pas pleurer, il faut en avoir conscience, et puis après, on s'organise politiquement pour dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Il faut que le politique reprenne la main sur ce sujet. Il n'y a pas de raison que les États subissent ça, parce que c'est en train de vider des substances budgétaires, et pas que, les États du monde. Hein? Voilà. Donc je termine là-dessus pour le préambule. Il est 20 h, on a encore 3 quarts d'heure pour échanger. Hein? C'est bon? Et puis les questions, et puis après on avancera quelques idées de pistes, parce qu'évidemment tout ça n'est pas fatal, et ça dépend de nous tous, tout simplement. Voilà. Alors, on va passer la parole à la salle, hein, si vous avez des questions, si vous avez
des interrogations. Oui, ça marche? Non, ça marche pas. Ah, il y a un autre micro? Ouais, juste, alors moi, par rapport à ce que c'est récent, est-ce que ça a 10 ans, ça a 20 ans, bon, tu as dit tout à l'heure que c'était quelque chose qui s'était créé au cours du temps, qui avait augmenté, donc il faudra du temps pour revenir dessus. Justement, par rapport à ce temps-là, ça date de quand, cette explosion de ce phénomène? Je ne sais pas si ça a marché, mais... Alors, l'évasion fiscale existe depuis que l'impôt existe. L'impôt sur le revenu en France, c'est pendant la Première Guerre mondiale qu'il s'est mis en place, parce qu'il fallait financer la guerre, etc. Donc ça a commencé là. Alors, dans les années 20 ou 30, on a commencé à découvrir en Suisse l'existence de comptes non déclarés. Alors, la Suisse a instauré ça dans les années 30, et c'est là où on voit tout le cynisme de la finance suisse. Je ne parle pas du peuple suisse, mais des banquiers suisses. Ils ont créé en 1934, quoi, cette possibilité, soi-disant pour que les Juifs persécutés en Allemagne puissent se réfugier chez eux. Ça, c'était la version officielle. Puis on a découvert que parmi les comptes dans les banques suisses, il y avait des politiques français, il y avait même des évêques, il y avait des personnalités, voilà. Et ça a fait scandale à l'époque, donc c'est pas récent. En gros, il y a pratiquement un siècle, mais les choses se sont considérablement accélérées depuis, je dirais, les années 80, avec la financiarisation de l'économie, avec la mondialisation. La disparition du bloc de l'Est aussi a contribué à ça, là, indirectement quand même. Et puis le développement des technologies. Le développement des technologies a facilité tout ça. Aujourd'hui, les transactions financières, les transactions à la bourse, un clignement d'œil, hein, je ne sais plus, 350 millisecondes, c'est 7000 transactions financières. La vitesse d'exécution, vous voyez. Avant, les agents de change à la bourse, hein, il y avait des gars en blouse, ils levaient la main, ils criaient « j'achète, je vends », nanana. Voilà, on ne comprenait pas ce qui se passait, mais il y avait de l'activité humaine. Aujourd'hui, il n'y a plus de bourse à Paris d'ailleurs, plus de bourse, il n'y a plus d'agents de change. Aujourd'hui, le trading, il est fait par des ordinateurs, par des machines super puissantes, qui tournent 24 heures sur 24. La bourse de New York, de Paris, elle est dans la banlieue de Londres. Il y a des data centers, là, des boîtes où on fait toutes les transactions. On s'est rapproché de la City, parce que les kilomètres gagnés, c'est des millisecondes gagnées. Et les transactions financières aujourd'hui, elles se faisaient il y a encore peu de temps à la nanoseconde. Alors une nanoseconde, c'est 10 puissance moins 9 secondes. Hein. 0, vous mettez 9 zéros et un 1, c'est le temps qu'il faut pour faire une transaction financière. Et on est passé à la picoseconde, rien à voir avec le vin blanc que j'ai bu. La picoseconde, c'est 10 puissance moins 12 secondes. Donc le temps s'accélère encore. Le temps, c'est de l'argent, mais eux, ils l'ont mis en pratique concrètement, quoi. Donc tout ça a contribué à développer le phénomène. Et puis les groupes du numérique, ce sont des entités sans frontières, présents partout, ne payant d'impôts quasiment nulle part, ou payant l'impôt là où ils choisissent de payer l'impôt, parce que ça les arrange. Donc non, le phénomène n'est pas nouveau. Et puis même si on remonte à l'Antiquité, il y avait des ports dans la Méditerranée où les droits de port étaient moins chers qu'ailleurs. Et donc forcément, les navigateurs essayaient d'aller là où ça coûtait moins cher. Voilà, c'est humain, entre guillemets. C'est humain. Mais quand ça touche à des grands groupes comme ça, qui pèsent ça, le groupe Apple, hein, qui fait des petits téléphones portables, je lisais tout à l'heure l'Express, j'ai l'excellente lecture, hein, dans le train, je lisais l'Express. Un groupe comme Apple, je l'ai noté en prévision de la réunion ce soir, je vais retrouver ça. Voilà. Il pèse 285 milliards de dollars. Alors je me suis amusé à regarder à quel PIB de quel pays ça correspondait. 285 milliards de dollars, pour donner une échelle. Le PIB du Portugal, c'est 311 milliards. Le PIB du Maroc, c'est 300 milliards. Le PIB du Danemark, 285. Donc Apple pèse autant qu'un pays comme le Danemark. Vous voyez ? Et c'est 80 000 salariés. C'est que 80 000 salariés. Si je compte les salariés d'un pays comme le Danemark, ils doivent être quelques millions, quoi. Donc on nous dit, oui, ils ne payent pas beaucoup d'impôts, mais ils ramènent de l'emploi. Mais ils ne ramènent pas beaucoup d'emplois. Hein. Ils créent beaucoup d'argent, aussi avec l'optimisation fiscale. Le groupe Apple a été épinglé par l'Union européenne il y a 2 ans. La commissaire européenne, Margrethe Vestager, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qui a dit à Apple, vous devez 13 milliards d'euros à l'Irlande, pour toutes ces raisons-là, optimisation fiscale.
Alors 13 milliards d'euros pour l'Irlande, c'est un quart de leurs ressources budgétaires. Le seul groupe Apple représentait un quart des ressources financières de la République d'Irlande. 4,5 millions d'habitants, ils ont un budget de 60 et quelques milliards. Vous voyez. Et je me souviens à l'époque, j'ai lu un article dans un journal irlandais. Le journaliste disait, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces 13 milliards? Et c'est là où on voit les conséquences concrètes pour la population. Il explique, on aurait pu construire 20 hôpitaux. 20 hôpitaux dans un pays de 4,5 millions d'habitants. Imaginez, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Hein. L'Irlande, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Ben, 20 hôpitaux dans ma région, ça ferait du bien. Et payer le personnel qui va dedans. Aussi. Et il explique aussi, un autre exemple, on aurait pu multiplier par 3 les crédits consacrés à la construction de logements sociaux. Voilà les conséquences concrètes pour les gens. Être soignés, être logés, parce que Apple ne veut pas payer. Et quand on creuse un peu le sujet, l'impôt société en Irlande, c'est 12,5, c'est déjà faible. Mais ça, c'est le taux facial, comme on dit. Hein. La réalité, c'est que le taux d'imposition d'un groupe comme Apple, c'est 0,005%. Voilà. Voilà la réalité. Et c'est pas tout, je continue, on prendra un deuxième trimestre. Hein. Donc Apple, en France, vient de régler sa facture fiscale, il y a tout récemment, début d'année, en janvier, là, pour solder les impôts de 10 années, de 2008 à 2017, un truc comme ça. 500 millions. 500 millions. Et en même temps, parce que j'ai d'autres lectures que l'Express et les Échos, je lis également Challenge. Excellent magazine. Coûte cher, hein, mais je l'achète parce qu'il est intéressant. Et je découvre dedans que le groupe Apple, donc, qui vient de payer 500 millions d'euros généreusement à la République française, a en même temps bénéficié de 3,2 milliards de CICE. Vous vous rendez compte? Non mais c'est monstrueux ce truc. Ils ont un crédit d'impôt pour un impôt qu'ils ne payent pas, qu'ils n'ont même pas demandé. Et ils ont créé 0 emploi. Enfin, on est dans cette logique-là. Qui est-ce qui fait la loi dans ce pays? Vous voyez? Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc c'est une vieille histoire et c'est un combat de demain, hein, mais c'est un combat, un enjeu fondamental. Macron, c'est un ancien de la banque, il connaît comment ça marche. Il y a une question là. Alors on y va. Oui, c'est vrai que l'évasion fiscale commence à faire s'interroger beaucoup de Français. Et le gouvernement a décidé à une certaine époque de faire rapatrier les capitaux qui étaient bloqués en Suisse. Et c'est Bercy qui s'est occupé de cette situation. Comment se fait-il que ce soit seulement le ministère et pas les tribunaux qui peuvent s'occuper de ces affaires-là? A-t-on une idée de ce que ça a pu rapporter, le rapatriement de ces quelques capitaux exilés en Suisse pendant quelques années? Oui, oui, on sait parce que après toutes ces révélations, Panama Papers, voilà, le gouvernement ne pouvait pas ne pas bouger. Donc ils ont proposé à tous ces exilés fiscaux de venir régulariser leur situation. Ils ont ouvert une cellule de dégrisement, hein, on l'appelle comme ça, c'était le service de régularisation machin. Ils ont ouvert ça pendant 2-3 ans, et ça a permis de récupérer 2-3 milliards par an. Hein. C'est-à-dire pas grand-chose, quoi. Mais le gouvernement claironnait en disant, vous voyez, on s'en occupe, hein, on récupère même des sous. Mais on est loin du compte. Hein. Et puis ceux qui viennent régulariser, dans le lot, il y en a qui sont de bonne foi, quoi. Il y en a qui sont de bonne foi. Il y en a qui ont découvert que le grand-père avait ouvert un compte en 1937, ils ne savaient pas. Ça existe. Ils ne veulent pas être emmerdés, ils sont venus à Bercy régulariser, bon, on vous fait un chèque et puis c'est bon. Hein. Mais après, ça s'arrête là, quoi. Mais 2-3 milliards sur 60-80 potentiellement évadés chaque année en France, quoi. On est très loin du compte. Mais il y a un truc que je vais évoquer, c'est le fameux verrou de Bercy. Alors, le verrou de Bercy, j'explique en 2 mots. Parce que tu parles de la justice, aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent, ça a été un peu desserré le verrou, il n'est pas supprimé. Le verrou de Bercy, ça veut dire que c'est le ministre du budget qui décide, au bout, d'enclencher une poursuite judiciaire contre tel ou tel fraudeur fiscal, qui aurait été signalé par Tracfin, l'administration fiscale, l'enquête, etc. Mais, autrement dit, c'est Jérôme Cahuzac qui seul avait le pouvoir d'enclencher une enquête sur Cahuzac-Jérôme. Ça paraît dingue, mais c'était ça. Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Ça a bougé un peu parce que c'est tellement scandaleux et c'était... D'ailleurs, au Sénat, on a réussi à faire adopter des amendements de suppression du verrou de Bercy à 2 reprises. Évidemment, l'Assemblée l'a rétabli. Mais on avait réussi, au-delà des sensibilités politiques,
on a voté des amendements de suppression, mais après, évidemment, l'Assemblée l'a remis en place. Mais on avait pointé ce truc. C'est absolument scandaleux. Il y a la justice des riches et la justice des pauvres. Vous, si vous avez un problème d'impôt, vous serez rattrapé par la patrouille très facilement. Hein. Voilà. Donc il y a ça comme problème. Donc il a été un peu desserré. Hein. C'est vraiment que les grosses affaires maintenant, mais la justice a un peu plus de latitude pour s'emparer de ces dossiers. Mais encore faut-il que la justice ait les moyens d'eux. Hein. Après l'affaire Cahuzac, on a créé le parquet national financier, ce qui est une bonne chose. Mais il a fallu l'affaire Cahuzac. Moi, je pense que les gouvernements devraient aller de l'avant et pas attendre en réaction à un scandale. À chaque fois, c'est au scandale qu'on réagit. Il faut aller de l'avant. Connaissant le problème, il faut avancer des mesures offensives, proactives, comme on dit. Et le parquet national financier a déjà perdu des moyens humains, des enquêteurs, etc. C'est Elia Noulette, la procureure, qui est une femme très bien, remarquable. Mais elle se plaignait, 2 ans après la création du PNF, d'une diminution des moyens, au nom de l'austérité, de la réduction de la dépense publique, blablabla. Donc ils avaient déjà perdu des moyens. Donc moins de capacité d'agir et de poursuivre et d'instruire les dossiers, parce que, imaginez, s'attaquer à une entreprise comme Total, si vous arrivez avec votre crayon de bois et votre feuille de papier, en face de mecs, ils sont 10 devant vous, le comptable, l'avocat fiscaliste, le banquier, le PDG, le machin, un truc muche, vous vous sentez un peu tout petit, quoi, un peu démuni. Total, vous voyez ce que c'est, des filiales partout dans le monde, enfin c'est des années de boulot s'il faut, quoi. Donc il y a une disproportion entre les moyens et le problème à traiter. Donc le verrou de Bercy, c'est un scandale, il faut absolument le supprimer. Il faut que la justice puisse s'auto-saisir de ces dossiers de fraude fiscale. Et lui donner les moyens, parce que si demain on transmettait à la justice tous les dossiers, elle serait incapable de les traiter. C'est malheureusement vrai. Eh bien donc, il faut donner les moyens à la justice, des juges, des enquêteurs, des gens qui connaissent le sujet, et donner les moyens techniques et humains et financiers de s'attaquer au truc. Donc, le verrou de Bercy, c'est un scandale absolu. Ça donne le sentiment d'une justice à 2 vitesses, quand même. C'est comme ça que l'opinion le ressent. Ils ont raison. Ils ont raison. Voilà. Ici, en France, on a donc la liste de Yann Brossac qui a pris la fraude fiscale comme cheval de bataille essentiel. Au niveau européen, comme on a compris qu'il y a beaucoup de pays qui souffraient de cette évasion fiscale, quel est le niveau de combat et quels sont les pays où c'est le plus marquant? Et en fin de question, on a parlé des pays européens qui ne sont pas dans la liste noire ni dans la liste grise, et que c'est, comme je l'avais compris, c'était les ministres européens qui devaient le voter à l'unanimité. Quel était le rapport de force? Est-ce qu'il y a eu sur, je sais pas, 30 ministres, si on a eu 25 qui voulaient ou pas? Voilà. Donc, quel a été ce rapport de force et quel est le niveau de combat au niveau européen contre cette fraude fiscale? Alors, effectivement, bon, la France, moi je pense que la France devrait et pourrait avoir un rôle pilote dans l'affaire, parce que l'Europe, quand même, l'Europe c'est un espace économique qui pèse. Si on s'y met tous, 500 millions d'habitants, tous les PIB cumulés de l'Union européenne, ça pèse. Si vraiment on s'y met tous, mais tu fais bien d'en parler, il y a cette règle de l'unanimité, c'est-à-dire qu'il faut, sur les sujets fiscaux, il faut l'accord de tous les États membres. Autrement dit, jamais. C'est-à-dire que si Chypre, sans mépris pour Chypre, ou l'Irlande dit « moi je ne suis pas d'accord », sur la taxe GAFA, Bruno Le Maire vient d'avancer l'idée d'une taxe GAFA. Très bien, on peut qu'applaudir. Parce qu'avant, l'argument, ça consistait à dire « ben oui, les autres pays d'Europe ne veulent pas le faire, donc qu'est-ce que vous voulez? Moi j'aimerais bien, mais je ne peux pas le faire. » Bon, au moins, et ça aussi c'est un acquis du débat, il est obligé aujourd'hui d'avancer tout seul, même si c'est pas grand-chose, hein, 400 millions pour les GAFA, c'est de la rigolade, c'est une obole. Mais il n'a pas attendu que les autres soient d'accord pour le faire. Politiquement, ça a du sens. Moi, je le prends comme ça. Je valorise ça. C'est une petite brèche. Mais l'Allemagne était contre. L'Allemagne était contre, elle dit, mais si on taxe les GAFA, mais pourquoi l'Allemagne est contre? Parce que l'Allemagne vend beaucoup de voitures aux États-Unis. Et le Trump, il ne va pas s'emmerder, lui. Hein. Vous m'emmerdez avec les GAFA, moi, les bagnoles allemandes, terminé dehors. Et l'industrie allemande, automobile, le lobby de l'industrie automobile allemande est extrêmement puissant. Hein. Pour l'illustrer, je suis allé plusieurs fois à Bruxelles, à la commission. Donc Bruxelles, c'est un peu comme Manhattan, vous voyez, ces grands immeubles de verre et d'acier. Et puis au milieu de tout ça,
il y avait une bâtisse style bavarois en plein milieu. On se serait cru en Bavière. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Ben ça, c'est un immeuble des constructeurs automobiles allemands qui ont construit un immeuble au cœur de la commission de Bruxelles. C'est leur lobbying officiel. L'industrie automobile allemande pèse, elle a des moyens pour défendre les intérêts de l'industrie automobile allemande. Et donc ça a compté aussi pour que le fait que l'Allemagne dise non, il ne faut pas taxer les GAFA. Parce qu'en rétorsion, Trump, il ne va plus acheter nos bagnoles. Donc voilà. Et donc cette règle de l'unanimité, malheureusement, elle existe. Alors, on peut la mettre en l'air, il paraît. Et Moscovici, au mois de janvier, l'excellent Moscovici, a annoncé qu'il voulait mettre sur la table l'idée de supprimer la règle de l'unanimité. J'ai failli applaudir. J'ai failli applaudir, mais c'est extraordinaire, c'est une bonne idée, M. Moscovici. Mais j'ai regardé dans le traité européen, il y a un article, le 48, je crois, qui autorise ce qu'on appelle une clause passerelle. Mais pour décider de mettre fin à l'unanimité, il faut l'unanimité. Je vous jure que c'est vrai. Donc pour décider qu'on n'est plus d'accord tous ensemble, il faut être tout d'accord ensemble. On marche sur la tête, vous voyez? Donc il y a des verrous partout. Donc c'est comme la taxe Tobin, la taxation des transactions financières. Quand on voit les volumes des finances, là, les dizaines de milliers de milliards, si on appliquait un taux de 0,025, c'est rien. Mais sur la masse, ça ferait des milliards. Alors, il paraît qu'il y a 10 ou 11 États européens qui sont d'accord, mais les autres ne sont pas d'accord. Londres n'est pas d'accord, l'Irlande n'est pas d'accord, Luxembourg surtout pas, Malte n'est pas d'accord. Ah oui. Donc c'est sûr que ça n'avancera pas. C'est l'Arlésienne, la taxe Tobin. Hein, ça fait 40 ans, je crois, qu'elle a été lancée, l'idée. C'est bien, hein, taxer les transactions financières, on est en 100% d'accord. Ouais, mais c'est compliqué, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Non, mais voilà. Les règles du jeu, c'est des hommes et des femmes qui ont décidé de les inscrire dans des traités. Ben ça, c'est politique, ça peut être modifié un jour ou l'autre. On peut dire, nous, on met fin à ça. Parce qu'il y a même un dispositif dans le traité européen qui s'appelle la coopération renforcée. Ça veut dire que 9 États membres, sur les 28, peuvent se mettre ensemble pour avancer sur un sujet donné. Je crois que ça a été appliqué sur les transports, etc. Mais là, sur la fiscalité, là, c'est unanimité. Mais qu'est-ce qu'on attend pour changer cette règle? Si l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Belgique, l'Italie et d'autres sont d'accord pour avancer, ben on y va. Et puis les autres, ils bougent ou ils ne bougent pas. Hein. Ça suffit, quoi, quand on voit les conséquences que ça a. C'est une bataille à mener à un moment donné. Parce que si on attend l'accord unanime, on ne l'aura jamais. On ne l'aura jamais, il faut se le dire. Ça, c'est un combat politique. Et ça doit être au cœur de la campagne européenne. Hein. Ça, c'est clair. Tu n'as pas évoqué, mais je ne sais pas si c'est dans le sujet, les banques de l'ombre. Quel est leur rôle dans tout ça? Parce que c'est quand même encore quelque chose qui explose en termes de moyens, de dépôts, etc. Puisqu'aux dernières informations que j'avais lues dans le Figaro, bon, je ne pense pas qu'ils disaient des âneries là-dessus, c'était 90 000 milliards qu'ils géraient, alors qu'en 2002, il n'en était qu'à 20 000 milliards. Donc c'est un phénomène qui visiblement explose ces dernières années, et leur rôle réel par rapport à tout ça, et est-ce qu'on les met dans le même cas que les banques que tu évoquais tout à l'heure? Oui, très pertinent. La finance de l'ombre, alors en anglais, excusez-moi, mais il y a beaucoup d'anglicisme dans la finance, c'est le shadow banking, ça s'appelle le shadow banking, la finance de l'ombre, effectivement, parce que comme il y a des petites régulations qui sont mises en place depuis la crise de 2008, il y a quand même, les États ont pris des mesures quand même en disant aux banques, bon écoutez, il faut que vous ayez davantage de fonds de garantie, il faut plus de transparence, hein, prenez des précautions parce que on se retournera contre vos actionnaires, parce qu'en 2008 c'est les États hein, qui ont renfloué les systèmes bancaires. Parce que ces banques sont tellement grosses que si elles se cassent la figure, effectivement c'est l'économie mondiale qui se casse la figure. Alors, encore une fois en anglais, on les appelle too big to fail. Elles sont trop grosses pour qu'on les laisse tomber. Donc, de fait, ce sont des banques privées, mais qui bénéficient de la garantie publique des États, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de les renflouer, parce que tout le monde tous casse la figure, comme en 1929. Hein, la crise financière, le krach de 29, après, ben, c'était les années 30, la crise, les raisins de la colère, ouais, tout ce que le monde entier a vécu, et au bout, on sait ce qu'on a eu. Hein. Au bout, on a eu le pire. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a eu quelques réglementations qui ont été mises en place. Et donc, du coup, tu as raison, c'est toute la finance de l'ombre qui se développe. Et là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de régulation. Et le chiffre, je le confirme, c'est de cet ordre-là, c'est 90 000 milliards de dollars.
C'est plus que le PIB du monde, géré dans la finance de Londres, sans contrôle, sans régulation, sans garantie. Là, il y a un risque. Là, il y a un risque. Et il y a d'autres risques qui sont en train de grandir. On ne va quand même pas prendre un troisième trimestre, hein, mais c'est une réalité. Je lisais l'Express, là, c'était ça le sujet, justement. En 2008, c'était la crise du logement, enfin, c'était les subprimes, le financement du logement qui avait fait péter la banque Lehman Brothers, qui avait prêté beaucoup plus qu'elle n'aurait dû à des gens qui n'étaient pas solvables, etc. Et dont le prix des biens s'est écroulé. Voilà. Aujourd'hui, la dette étudiante aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on doit emprunter pour financer ses études. 100 000, 200 000, 300 000 dollars. Obama, il a fini de rembourser son prêt étudiant après être rentré à la Maison-Blanche. Il avait 48 ans. Et justement, dans le magazine, là, j'ai d'autres exemples de gens qui s'endettent pour financer leurs études. Parce que moi, mon fils vit aux États-Unis depuis 4 ans. Il vit en Californie. Il a scolarisé ses 2 gamines, à l'époque, elles avaient 5 ans et 3 ans, dans une école maternelle, parce qu'avant 6 ans, il n'y a pas de structure publique aux États-Unis. Eh ben, l'année scolaire pour les 2 gamines de 5 ans et 3 ans, c'est 30 000 $, 27 000 €. Ça vous dit? Donc si vous allez à l'université, même publique, alors si vous allez à Stanford, c'est autre chose, Harvard et compagnie, mais même les facs publiques aux États-Unis, il faut emprunter 100 000, 200 000 $, et que vous rembourserez quand vous aurez un métier, si vous avez un métier. Hein? Et donc aujourd'hui, il y a des banques qui ont prêté, là aussi, beaucoup plus. Le risque paye, quoi, vous voyez? L'appât du gain, on accepte de prendre des risques parce qu'on va gagner, jusqu'au jour où on perd. C'est ça, la finance aujourd'hui. Et donc la dette étudiante aujourd'hui, c'est 1 500 milliards $. Donc il y a des banques qui sont exposées à ce risque. Ça peut se produire, ça peut passer par là. Il y a aussi une dette automobile, parce qu'on encourage le crédit, parce que le crédit coûte pas cher. Hein. Le crédit coûte rien aujourd'hui. Là. Je lisais toujours dans ce excellent magazine, un groupe comme Apple, il préfère garder ses réserves, parce que les réserves, vous voyez, 285 milliards, il préfère emprunter parce que ça lui coûte moins cher, y compris pour payer les dividendes à ses actionnaire. Parce qu'avec ces 285 milliards, il fait de l'optimisation fiscale. Il gagne plus en gardant ses sous qu'en empruntant sur les marchés financiers. C'est une folie, on marche sur la tête. Hein. Et là, Sanofi, groupe français, vous connaissez Sanofi, le géant français de la pharmacie, a emprunté le 13 mars sur les marchés obligataires 850 millions € à 3 ans à un taux négatif de moins 0,05%. Donc il a emprunté 850 millions et peut-être qu'il remboursera 817. Mais on marche à l'envers. Il y a un an déjà, le groupe français avait émis un emprunt obligataire de 500 millions d'euros au taux de moins 0,09. Donc, il y a des banques qui préfèrent prêter, y compris en perdant de l'argent. On marche à l'envers. On marche sur la tête. Hein. On marche sur la tête. Alors, ça, c'est pour les boîtes privées. Un mot sur la dette des États. Moi, j'aimerais mener, quand j'aurai fini cette mission de 6 mois avec Darmanin, je vais m'intéresser à la dette publique. Parce qu'il y a quelque chose qui me turlupine depuis quelques années sur la dette publique. Hein? On a tous vécu avec ça dans la tête, la dette, la dette, la dette. On vit au-dessus de nos moyens. La France n'a plus les moyens de financer son modèle social. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, déficit, dette. On n'entend que ça. Hein, vous êtes d'accord? Donc on est foutu. Et donc, alors quand j'arrive au Sénat, au début, je ne comprends pas tout. Hein, voilà. Et puis un peu à la fois, je regarde un peu le document budgétaire et puis je vois dans les dépenses de la République française, le premier budget, c'est l'éducation, 50 milliards, tant mieux. Et le deuxième budget, vous savez ce que c'est? C'est les intérêts de la dette. Les intérêts. L'an dernier, la République française a payé 42 milliards d'euros d'intérêts à ses créanciers. Ces créanciers qui sont des créanciers privés. Hein. C'est plus la Banque de France depuis 1973 qui finance l'État français. C'est les marchés financiers, c'est obligatoire. 42 milliards d'euros d'intérêts, c'est énorme. Et donc, si on est endetté, on devrait arrêter d'emprunter. Hein? Vous, à découvert à la banque, vous n'aurez jamais de prêt pour acheter une nouvelle bagnole. Hein? Le banquier va dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais vous avez un petit découvert, il faut régler ça, après on verra. Mais là, la France est endettée, au bord de l'apocalypse, et on nous prête. L'an dernier, la France a réemprunté 200 milliards d'euros. Ouais.
200 milliards d'euros. Alors, 120 ou 130 ont servi à rembourser les emprunts arrivés à terme. Et ce n'est pas des emprunts sur 50 ans, hein. 7, 8 ans, 9 ans. Hein. C'est ça la maturité, comme ils disent. Et le reste, c'est pour le déficit. Donc 120 pour les anciens emprunts, les 80 pour combler le déficit, parce qu'il faut bien faire bouillir la marmite. Hein. Si on est en déficit, on ne pourra plus fonctionner, on ne pourra plus payer les infirmiers, les enseignants, les fonctionnaires, etc. La machine va s'arrêter. Donc on emprunte sur les marchés financiers, à des taux très faibles, et avec beaucoup de facilité. Hein. La dette française, on se l'arrache. C'est de la bonne. Ah oui. Pourquoi c'est de la bonne? Parce qu'ils sont sûrs d'être remboursés. Ils sont sûrs d'être remboursés. Quand vous prêtez une entreprise qui fait faillite, bah, vous êtes marrant. Hein. L'entreprise fait faillite, bah, s'il n'y a plus d'argent pour rembourser les créanciers, bah, terminez, passez votre chemin. Mais un État, il est éternel. Hein. Il ne va pas disparaître demain. Et s'il faut faire travailler les gens jusqu'à 64, 65, 66 et plus, s'il faut supprimer la 5e semaine de congés payés, s'il faut fermer les hôpitaux, ben on fera. Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? Qu'est-ce qu'on a expliqué aux Grecs? Vous voulez plus d'austérité? Oui, c'est bien. 2 fois, ils ont voté pour dire on veut plus d'austérité, nous. Et Juncker, l'excellent Juncker, a dit le soir des élections, il ne peut y avoir d'expression démocratique contre les traités européens. Mais c'est la liberté, ça. C'est quoi cette Europe? Tu peux voter, mon gars, mais les traités, si tu ne payes pas, on va te couper les vivres. Hein. C'est ça. Hein. C'est une Europe démocratique, ça. Donc la finance a pris le pouvoir. Alors la dette, des gars comme François Langlais, c'est marrant, hein. À chaque fois, je fais le test. Quand je cite son nom, j'ai toujours un remous comme ça. C'est marrant, hein. Vous l'adorez aussi, vous. Alors, François Langlais et d'autres, mais je pense à lui parce que, bon, il est sympathique, quoi. Entre guillemets. Mais il a publié un bouquin en même temps que nous. Et son bouquin s'intitulait « Tant pis, nos enfants paieront ». Je l'ai acheté, son bouquin, ça m'a coûté. Je l'ai lu, ça m'a coûté aussi, mais je l'ai lu. Et il fait partie de ceux qui expliquent qu'il n'y a plus d'argent, et donc on culpabilise les gens. Non, on sait plus, il n'y a plus de sous. Et puis nous, alors il explique que le bébé qui est né ce matin dans cette ville, il a une dette de 32 000 € sur la tête. Ah, il n'en sait rien, ce bébé. Hein. Il n'a pas sali sa première couche que déjà il est endetté. À cause de qui? À cause de ses parents, qui ont voulu les 35 heures. Ses grands-parents qui ont voulu la sécurité sociale, et les arrière-grands-parents qui ont voulu les congés payés. Non mais ça suffit, il n'y a plus d'argent. C'est de votre faute que votre petit-fils ou votre fils ou fille est endetté. Alors on culpabilise les gens. Et j'ai découvert qu'en allemand, le mot dette se dit Schulden. Et Schuld en allemand, c'est la faute. Quand on présente des excuses, en allemand, on dit Entschuldigung. Entschuldigen Sie mich, on dit. Schuld, c'est la faute au sens moral. Et Schulden, c'est la dette. C'est curieux, hein? On culpabilise les gens. Ma mère disait toujours, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux marcher tête haute dans les rues du village, je ne dois rien à personne. La dette morale, la fierté, la dignité de ne pas être endetté. Eh bien, aujourd'hui, les États sont endettés. On a endetté les États avec les marchés financiers qui nous tiennent. C'est les banques, y compris les banques françaises, banques américaines, fonds d'investissement, fonds de pension, des mecs qui ont des milliards à plus savoir qu'en faire et qui sont sûrs qu'avec les États, ils seront payés. Ils sont sûrs de ça. C'est les peuples qui paieront, mais ils paieront. D'accord? Une boîte qui se casse la figure, c'est terminé. Je ne serai pas remboursé. Je perds de l'argent. Alors, dans le bouquin qu'on a fait avec Alain, on évoque le chiffre de 80 milliards d'euros d'évasion fiscale chaque année. Et dans ce pays, chaque année, il y a 800 000 naissances. Et donc, on a divisé 80 milliards par 800 000 naissances, ça tombe bien. Ça fait que le bébé qui est né ce matin, il a un crédit de 100 000 € au titre de l'évasion fiscale. Et donc, on lui fait un petit relevé de compte. 100 000 moins 31 000 ou 32 000 de dette, il a un solde de créditeur, le bébé, de 68 000 € pour payer ses couches, ses petits pots, son école maternelle, son centre de loisirs, sa vie. Mais si on expliquait ça de temps en temps aux gens au JT de 20 h, plutôt que de leur dire vous êtes coupable de vivre, endetté, blablabla, on dirait, mais les gens diraient, mais après tout, oui, pourquoi pas? Oui. Donc on a mis les États dans les mains des marchés financiers. Le dernier budget équilibré de la France, c'est 74. Et depuis,
on a un budget déficitaire. Donc dans notre dette, il y a l'argent qu'on a emprunté, les intérêts qu'on a empruntés, il y a l'évasion fiscale, il y a les exonérations qu'on a faites, il y a le CICE, il y a le CIR, il y a tous les cadeaux, là, les milliards qui n'ont pas créé un emploi, pas, ou très peu. Et pendant 40 ans, ça fait effectivement 2000 milliards de dettes. Ouais. Donc il faudrait faire un audit de cette dette. Il faut regarder là-dedans quelle part de dette est légitime, laquelle on peut virer. Et puis la dette, c'est un outil de gestion. Pour acheter une baraque, on s'endette. Et on en vient à bout. Mais là, on est dans la dette perpétuelle. Moi, je pense, Guizot expliquait au XIXe siècle, il disait aux gens, enrichissez-vous. Ben, aujourd'hui, les marchés financiers nous disent, endettez-vous, on vous suit, il n'y a pas de problème. Toutes les semaines, l'agence France Trésor, c'est elle qui met sur le marché, parce qu'on vend de la dette comme on vend des chaussettes et du boudin, hein, c'est pareil. Il y a un marché de la dette. Alors ça s'appelle la dette souveraine, curieusement. Mais qu'est-ce qu'on a de souverain là-dedans? On n'est pas souverain, on est vassalisé par les marchés financiers. Mais ça s'appelle la dette des États, ça s'appelle la dette souveraine. C'est curieux, mais c'est comme ça. Pour faire croire qu'on est souverain de rien, on est dominé, on est exploité, on est asservi. Je lisais un bouquin de je ne sais plus qui il y a quelque temps, et le mec, il avait une formule extraordinaire. L'homme n'est plus l'homme endetté, n'est plus l'homme enfermé, il est l'homme endetté. Eh ben, ça fait réfléchir. Hein. Et donc, à cause de la dette, on ne peut plus bouger. On est à la fin de l'histoire, quoi. Donc, il faut accepter de régresser. C'est ce qu'on nous chante là, depuis quelques décennies. Alors qu'il y a un argent fou, insolent, qui se développe partout, et qui ne sert pas l'intérêt général, et qui ne sert pas l'humain, qui sert l'argent pour l'argent. Et un coup, je posais la question à Nicolas Forissier, qui est lanceur d'alerte du BS, là, dont j'ai fait la connaissance, qui n'est pas communiste du tout. Alors, pour l'anecdote, il est venu à la fête de l'UMA en 2016, parce qu'il est devenu copain. Lui, c'est plutôt un gaulliste social, quoi. Hein, il n'était pas coco, hein. Il ne l'est toujours pas, mais on est copains, copains comme cochons. Il est venu à la fête de l'UMA faire un débat avec nous. Et il nous a dit, il nous a fait rire, il dit, comment je dois m'habiller pour venir à la fête de l'UMA? Je vous jure. Hein, parce que le gars, c'est un financier, toujours propre, blazer, cravate, il vient, quoi. Bah, il dit, tu viens en jean mais sincèrement, il est venu à la fête de l'UMA, et il a apprécié ce moment de convivialité, il a passé la journée avec nous, il fait des débats avec nous. Voilà, c'est formidable, ça. Et c'est un gars que je vais solliciter pour l'Observatoire de la fraude fiscale. Parce qu'il connaît la musique. Hein. Voilà. Donc voilà, on nous chante des histoires, des carabistouilles, comme on dit chez moi dans le Nord. Des carabistouilles. Hein. C'est des sornettes. Et on met ça dans la tête des gens. Voilà, la dette. Et puis, on met aussi le discours de la pensée unique. Il n'y a pas d'alternative. Ça fait 40 ans, Margaret Thatcher, l'excellente Margaret Thatcher, enfin excellente entre guillemets, parce qu'elle a fait du boulot pour les libéraux. D'ailleurs, elle est la seule Premier ministre britannique à avoir eu sa statue de son vivant au Parlement britannique. Churchill, il l'a eu après sa mort. Gladstone d'Israéli, mais elle a eu ce statut, elle était encore vivante. C'est elle qui l'a inauguré. Voilà. Mais elle a servi le libéralisme, mais vraiment de belle manière. C'est une militante. Elle, c'était une vraie militante avec Reagan aux États-Unis, privatisation, financiarisation, et elle expliquait à son peuple, hein, il n'y a pas d'alternative. D'ailleurs, son surnom, c'était Tina, parce qu'en anglais, there is no alternative, T-I-N-A, et on l'appelait comme ça. Elle expliquait, il n'y a pas d'alternative. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Ben, les gens ont fini par le croire. Les gens ont fini par se dire, ben, effectivement, il n'y a pas, c'est tout, c'est pas terrible, mais il n'y a pas autre chose. Ben, si, il y a autre chose. Il faut l'inventer. Est-ce qu'il y a les moyens pour le faire? Oui, il y a moyen pour le faire. Voilà, c'est le sens du combat qu'on doit mener, quoi. Donc l'évasion fiscale me motive comme jamais, parce que pour cette raison-là, parce que c'est un problème politique et d'avenir de l'humanité, y compris. Peut-être une question oui. rapide, et puis peut-être un mot quand même sur l'observatoire. Il y a deux personnes qui voudraient me poser une question. Oui, une dernière question. Comment? Les deux l'un après l'autre? Oui, on va prendre les deux ensemble. Il y a 45 de l'école. Je voudrais simplement poser comment on relie cette analyse-là aux travaux de Marx. 45, t'as dit combien? Deuxième question, Moi, je suis farfelu, mais il faudrait presque écrire un deuxième capital.
Les solutions. C'est une proposition. Alors, une question rapide et une proposition de vote. Ouais, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, effectivement. Je voulais juste savoir comment ils comprenaient le fait qu'à une certaine époque, par exemple, la revendication autour de la taxe Tobin, justement, était portée, et l'intérêt, effectivement, ça ne révolutionne pas les choses, mais la taxe Tobin, elle était portée par des tas d'organisations, y compris à travers le monde. C'était une revendication qui était altermondialiste. Et qui était très très forte il y a quelques années. Et là, il y a effectivement, on n'en parle quasiment plus, c'est dommage, parce que c'est vraiment une dynamique. C'est l'intérêt. Ça, c'est la première petite chose. Deuxième petite chose, quand même, moi, je suis infirmière hospitalière, et c'est vrai que quand on a tendance à parler des hôpitaux, on dit toujours du personnel, etc. Mais de mon point de vue, on ne pointe sans doute pas suffisamment le coût de la dette hospitalière. On dit tout le temps, tous les hôpitaux sont endettés, etc. Enfin bref. Et là-dessus, peut-être qu'il faut peut-être mener la bagarre, justement, de ce service public en particulier, sur la suppression de la dette des hôpitaux, qui effectivement les arrange bien. On a l'impression sinon de tourner les gens qui s'en foutent, de se manger là. Juste un dernier mot, donc Hélène, est-ce qu'elle avait une petite proposition? Hélène, ouais. L'absence de paradis fiscal, c'est l'enfer. Non, moi je voulais faire une proposition parce que tu as donné beaucoup de chiffres, mais très simples. Par exemple, tu as dit en Irlande, la somme représente X choses. Moi je me souviens, il y a longtemps, puisque je suis une vieille militante, on ne faisait pas de manier les milliards. Pour les gens, ça ne représente strictement rien. Ça les dépasse complètement. Et je crois qu'il faudrait qu'on revienne à des explications très simples, comme ce que tu as dit sur l'Irlande. Voilà. Telle somme, ça représente ça. Traduire ça dans la réalité. Quoi. Dans la réalité. Oui, absolument. Absolument, parce que... Alors il y a peut-être dans le petit temps qui reste, aborder aussi les questions, enfin les solutions peut-être des Oui, alors, bien sûr, alors rapidement, parce que rapidement, donc c'est dans le bouquin, bien sûr, il y a les propositions des commissions d'enquête, parce que les rapports des commissions d'enquête, il y a l'analyse, le constat, il y a des propositions, hein, il y en a des dizaines. Ça passe par les renforcements des moyens humains du contrôle fiscal. On a supprimé 20 000 postes depuis 15 ans, je crois, à la DGFiP. Bon. Donc, c'est pas tout avoir les données avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, il faut des humains pour les exploiter. Autrement, ça ne sert à rien, ça va rester en tas dans une caisse, les données, ou dans l'ordinateur. Il faut des gens, des inspecteurs, des contrôleurs, des gens qui aillent sur le terrain travailler les choses. On avait lancé dans ce bouquin aussi l'idée d'une COP fiscale mondiale. Alors, c'est ambitieux, on l'a fait pour le climat, tout n'est pas réglé. Mais au moins, on a rassemblé tous les États du monde sur une problématique. Alors, il faut soulever aussi des lobbies, s'opposer des résistances, il ne faut pas se leurrer, mais il faut vraiment avoir une vision globale du sujet, on est 200 États dans le monde. On ne peut pas limiter ça à l'Union européenne. L'OCDE fait du travail là-dessus, intéressant, c'est 38 États. Il y en a les 4/5e qui sont sur la touche. Tout le monde est concerné. Le Burundi, le PIB le plus faible du monde, est touché, percuté, impacté par l'évasion fiscale. Hein ? Donc on doit tous se mettre autour de la table, lanceurs d'alerte, ONG, enfin voilà. On a lancé cette idée d'une COP fiscale, à l'image de ce qui s'est fait pour le climat. Bon, c'est ambitieux, mais on a 20 ans de boulot devant nous. Avancer sur la transparence aussi. Nous, on est transparents. Hein. Votre fiche d'impôt, elle arrive pré-remplie chez vous, on sait tout de vous. Et les grands groupes, au nom de la confidentialité, le secret des affaires, la concurrence, blablabla, on n'a pas le droit de savoir. Si, il faut imposer la transparence aux grands groupes. Ce qu'on appelle le reporting pays par pays. Chacun doit pouvoir dire ce qu'il gagne dans tel pays, ce qu'il paye comme impôt, quel nombre de salariés. 0 salariés aux Bermudes et 17 millions de chiffres d'euros d'affaires, il faut lui expliquer comment c'est possible. Si vous avez 3 salariés au Luxembourg qui font 3 milliards de bénéfices, il y a un problème. Même s'ils sont brillants, les gars. Vous voyez, ça, c'est des tests, c'est des critères d'évaluation d'évasion fiscale. L'harmonisation fiscale, il faut avancer, ouvrir le chantier de l'harmonisation fiscale. L'Union européenne, traité de Rome 1957. Si on avait inscrit, dès le départ, plutôt que de faire un simple marché commun, c'était un marché commun, c'est révélateur, le mot marché, il n'est pas neutre, hein. Si on avait dit, ok, on va créer un espace où on va harmoniser fiscalement les États et socialement les États, on y serait. 62 ans plus tard, on y serait. Ça n'a jamais été inscrit. Non.
On est dans une Europe de la concurrence libre et non faussée. C'est inscrit dans les traités, qu'on a refusé par le vote, mais qu'on nous a imposé. D'accord? Donc voilà, c'est ces règles-là qu'il faut changer. Transparence, harmonisation, COP fiscal, les moyens du contrôle, et puis la pénalisation. La pénalisation. Parce qu'aujourd'hui, on négocie, Apple a négocié son impôt. La loi française l'autorise, la loi Sapin, là. La transaction. Bon, combien tu veux? Non, l'impôt, c'est la loi. Tu as gagné ça, tu payes ça, mon grand. Le taux, c'est ça, tu payes ça. Et là, on négocie. Et on fait chantage à l'emploi. Vous avez vu ce que c'est, l'emploi? 80 000 emplois dans le monde, Apple. 285 milliards de dollars. Et il est où le décalage, là? Non, c'est aux États. Et la question fondamentale, c'est que le politique reprenne la main dans les affaires du monde. Le politique avec un grand P, hein. Pas la carrière, hein, pas le mandat. Non, non, mais l'intérêt général, ça passe par des États qui se font respecter, qui imposent leurs lois. Et c'est pas les grands groupes, parce que les GAFA, j'en ai pas parlé, mais il y aurait beaucoup à dire sur les GAFA. C'est merveilleux, hein. L'intelligence humaine, la technologie, les prouesses que ça permet. Mais alors, tout ce qu'il y a derrière, ça, c'est le monde de demain, hein. C'est le monde de demain sans État, et donc sans impôts, et donc sans élus. Mais c'est ça. Moi, j'ai fait un tour dans on a fait une opération dans la Silicon Valley avec la Commission des finances du Sénat. On a passé 8 jours là-bas. On les a tous visités. Ben, eux, ils voient le monde autrement que nous, hein. Eux, ils investissent dans la santé, l'éducation, la culture, mais dans leur sens à eux. Alors, les États, les élus, les impôts, parce qu'un État, ça régule, ça légifère, ça contrôle, ça sanctionne et ça lève l'impôt. C'est insupportable. Ben oui, ben l'impôt, c'est la société. Je termine là-dessus. Henry Morgenthau, secrétaire d'État au Trésor de Roosevelt dans les années 30, au plus fort de la crise, il a dit l'impôt, c'est le prix à payer pour vivre dans un monde civilisé. Ben, tout est dit. C'est ça l'impôt. Et quand il y en a qui ne payent pas l'impôt, ben, ça fragilise le consentement à l'impôt. Et ce qui est en train de se passer, ce que le comptable expliquait ce midi, que c'est en train de gagner du haut en bas. Là. Les gros ne payent pas, ben, les PMI, PME ne payent pas, et puis au bout, qui va payer? Et comment on va vivre? Les hôpitaux, les routes, l'école, le bien commun, comment on va faire? Voilà, je termine là-dessus. Donc là, dans le bouquin, il y a de l'espoir, après la page 163. Hein? Et voilà, les rapports sont disponibles sur le site du Sénat et de l'Assemblée, c'est des gros pavés, mais voilà, n'hésitez pas, il faut parler du sujet, il faut le propager, il faut argumenter, il faut expliquer, il faut casser la résignation qu'ils ont mis dans la tête des gens. Ils ont mis la résignation, la désespérance dans la tête des gens. C'est faux, c'est un mensonge, ça sert l'intérêt du système financier qui nous domine. Voilà. Merci. Merci Eric. Et puis le train, c'est bon. Hein. Oui, c'est bon. Pas de souci. Donc, merci à tous. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, mais je vous le dis maintenant, bah, on y pense. Notre prochaine initiative, c'est la projection du film Je veux du soleil. Pardon, Je veux du soleil, donc le 9 avril à Sens. Donc, c'est le film de Gilles Perret et de François Ruffin. Ben, justement, on en a parlé tout à l'heure sur les Gilets jaunes. Donc, c'est mardi prochain à 20h30. À Sens. C'est à Sens, au cinéma de Sens. Et puis oui, et puis sinon il y a à 20h. Donc sinon il y a un buffet parce que vous ne prenez pas le train, peut-être pas comme Eric, donc il y a possibilité de se restaurer. Et donc n'hésitez pas, il y a encore des choses à prendre. Il y a une petite boîte si vous voulez faire un don pour l'organisation de la soirée. Bonne soirée à tous.